Il est 14h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-info. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Bastien. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accompagner. À la une de cet après-info, François Bayrou prendra la parole lundi après-midi pour entamer une rentrée qui s'annonce délicate sur le plan politique. En ligne de mire, le budget et la menace d'une motion de censure et cette mobilisation prévue le 10 septembre. On fera le point dans ce journal. À la une également, cet homme poignardé à plusieurs reprises à l'arrêt de tramway de la Porte de Vanves à Paris dans la nuit dernière. Une altercation qui a éclaté alors qu'il défendait sa compagne. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue. Les précisions dans un instant de Boris Karlamov en plateau avec nous. Nous reviendrons aussi sur la convocation de l'ambassadrice d'Italie après des propos jugés inacceptables de Matteo Salvini sur Emmanuel Macron. Au cœur de la polémique, le soutien de la France à l'envoi de troupes en Ukraine. Est-ce le début d'une brouille diplomatique entre les deux pays? On se posera la question. Et puis ça y est, l'heure de la fin des vacances a sonné pour bon nombre d'entre vous. Sur les routes, la journée est classée rouge et même noire sur le bassin méditerranéen par bison futé. Nous serons aussi avec les chanceux qui commencent, eux, seulement leur congé. La rentrée politique s'annonce explosive. Il y a évidemment ce budget à boucler avec la menace d'une motion de censure pour renverser le gouvernement. François Bayrou tiendra d'ailleurs une conférence de presse lundi après-midi. On va y revenir. Et puis il y a cet appel à bloquer la France le 10 septembre. Oui, appel pour lequel la gauche politique soutient globalement le mouvement. Mais la classe politique, vous allez le voir, est divisée. Le point avec Pierre Desmith. C'est une date qui divise profondément la scène politique en cette rentrée. Le 10 septembre, un mouvement de débrayage et de mobilisation lancé sur les réseaux sociaux appelle à un blocage généralisé du pays. Objectif, dénoncer une politique budgétaire jugée injuste et déconnectée, incarnée par François Bayrou. Un mouvement repris par la classe politique et soutenu par le Rassemblement national. Marine Le Pen, il y a quelques semaines, a adressé une lettre à M. Bayrou pour l'alerter sur la dangerosité de son budget. Il est impensable qu'on vienne supprimer des jours fériés aux Français qui travaillent. Il est impensable qu'on gèle les pensions de retraite. Une pression d'un arrêt total du pays dénoncée par les députés du parti présidentiel qui redoutent une dégradation de la situation budgétaire française. Je pense que si nous devons espérer quelque chose pour notre pays à la rentrée, c'est d'être dans cette capacité tous ensemble à relever les manches et à travailler pour répondre à l'enjeu budgétaire. J'appelle le Rassemblement national à se mettre à travailler lors des périodes budgétaires avant de commencer à menacer. Le budget de François Bayrou prévoit près de 44 milliards d'euros d'économies l'an prochain, ce qui semble inapplicable pour l'opposition. Le Premier ministre aborde une rentrée délicate. Sa position à Matignon est désormais fragilisée. Cette mobilisation, elle peut avoir, ce qui n'était pas le cas pour les Gilets jaunes, un débouché politique avec le vote de la censure. Au moment des Gilets jaunes, l'exécutif avait une majorité absolue. Là, il n'a pas de majorité et donc il peut être soumis à une censure par ses oppositions. Le Premier ministre tiendra une conférence de presse lundi à 16h et devrait évoquer ces dossiers brûlants de la rentrée politique. Et on va aller plus loin avec Léopold Audebert du service politique de BFM TV. Bonjour Léopold. Bonjour. Le gouvernement marche donc sur les œufs en cette rentrée. On a appris en fin de matinée que François Bayrou va s'exprimer lundi. Il tiendra une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il faut en attendant? Alors c'est toute la question. Il n'y a pas grand-chose qui fuite pour l'instant de cette conférence de presse sur le contenu. Mais ce qui est étonnant, on peut le dire comme ça, c'est que cette conférence de presse intervient, vous le savez, après une autre conférence de presse qui avait eu lieu en juillet. C'était le moment où François Bayrou avait dévoilé son plan, sa copie pour faire des économies en vue de ce budget qui s'annonce explosif en 2026. 44 milliards d'euros d'économies, notamment cette polémique sur la suppression de 2 jours fériés. Puis on a bien senti que pendant l'été, il y avait une envie de pédagogie aussi de la part du Premier ministre qui a posté quasiment tous les jours des vidéos sur les réseaux sociaux. Une petite pastille qui s'appelait FB pour François Bayrou direct à destination des Français. Bon, il se trouve qu'on ne sait pas si les Français vraiment ont vu ces vidéos en plein cœur de l'été, donc il y a peut-être une volonté de la part du Premier ministre de remettre une pièce dans la machine, de dire que la rentrée arrive, l'automne approche. Vous parliez de ce 10 septembre, évidemment, qui est dans tous les esprits, parce qu'il y a une crainte qu'on ressent, nous, au service politique, de la part d'énormément d'interlocuteurs, de voir ce mouvement avoir une ampleur très importante. Donc ça, plus le budget qui arrive avec un siège éjectable pour le Premier ministre qui va faire l'objet notamment d'une motion de censure qui sera déposée par la France Insoumise
très prochainement. Dès la rentrée parlementaire. Voilà, et on ne sait pas ce qui va en sortir. Il y a des oppositions qui commencent à dire est-ce que vraiment c'est le bon moment? Parce que je vous rappelle qu'une motion de censure, c'est pour faire tomber un gouvernement, mais c'est aussi un intérêt propre à chaque parti de choisir son timing. Est-ce que oui ou non, c'est le bon moment pour faire tomber le Premier ministre? Donc ça, on verra. Mais au moment où on se parle, très peu d'éléments fuitent sur le contenu de cette conférence de presse, même des proches de François Bayrou qui découvrent en même temps que nous l'existence de cette conférence de presse organisée donc à 16h, et on la suivra avec nos envoyés spéciaux du service politique. Évidemment, avec donc beaucoup de thématiques qui pourraient être au programme, qui pourraient être abordées. Est-ce qu'il y a aussi ces rendez-vous, seront-ils maintenus, ceux que le gouvernement devait engager avec les syndicats, avec également les groupes parlementaires, justement par rapport à ce 10 septembre? On attend des précisions à ce stade sur ce point. C'est vrai que c'est une information qu'on vous donnait ces dernières heures sur BFM TV. On attend de voir ce qui va sortir effectivement de ces potentiels échanges, s'ils sont maintenus. De manière générale, quand un événement comme ça en percute un autre, il y a pas mal de réorganisation d'agenda. Donc est-ce que vraiment ça sera le cas? On vous en reparlera. Mais en tout cas, c'est une journée à très fort enjeu pour le gouvernement, pour François Bayrou. À ce stade, ça semble être maintenu, mais on reviendra vers vous pour vous en informer. Allez, évidemment, on est en ligne avec Pierre-Yves Bournazel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller de Paris, secrétaire général d'Horizon. Est-ce que vous savez d'ailleurs quel est l'objet de cette conférence de presse annoncée en fin de matinée par François Bayrou lundi? Non, je ne le sais pas. Je pense que le Premier ministre veut expliquer sa stratégie pour la rentrée, la stratégie budgétaire, puisque il y a une réalité qui s'impose à tous, c'est que nous sommes un pays très endetté. Nous avons des risques face à cet endettement, c'est notamment la crise financière. Et en même temps, nous devons protéger au maximum les Français, notamment les Français qui travaillent, les Français qui galèrent et qui ont des raisons d'être souvent mécontents. Et donc, la situation est pas simple. Et donc, je pense que les oppositions, plutôt que de souffler sur les braises, plutôt que de faire de la politique politicienne, ferait mieux de se mettre au travail autour d'une table pour trouver des solutions, proposer des alternatives, proposer des réformes. On a besoin de réformer notre pays. On a besoin d'encourager le travail. On a besoin de mieux rémunérer le travail. On a besoin, en même temps, d'endetter le pays et probablement de faire des réformes plus fortes, plus structurelles. Et je pense notamment à la nécessité de lutter contre tous les doublons qui existent entre les administrations. On a l'État centralisé, on a l'État déconcentré dans les territoires, on a aussi les collectivités avec les collectivités décentralisées, et souvent on a des doublons, de triplons de postes. On pourrait faire des économies, ça ne toucherait pas la compétitivité des entreprises qu'on a besoin de soutenir, et ça ne toucherait pas évidemment aux ménages qu'on a besoin aussi de soutenir, puisque je crois que les Français en ont ras-le-bol des taxes et des impôts, et qu'il faut plutôt encourager et mieux rémunérer le travail. C'est à partir de ce socle-là qu'on peut avancer et essayer de trouver les meilleures solutions, ou dans un contexte politique contraint et difficile, sans majorité à l'Assemblée, trouver les moins mauvaises solutions pour protéger notre avenir, l'avenir de la France et l'avenir des Français. Vous avez évoqué justement cette réalité face à laquelle doit bien se battre le Premier ministre notamment et son gouvernement, avec ses 44 milliards d'euros d'économies à trouver. Est-ce que malgré tout François Bayrou pourrait encore avoir un peu de marge de manœuvre? Il a évoqué par exemple sur la question des 2 jours fériés qu'ils puissent être autres que ceux qui ont été proposés. Est-ce qu'il y a d'autres options qui peuvent être peut-être sur lesquelles il pourrait renoncer et être ouvert à d'autres solutions? Je pense qu'il faut être ouvert de toute façon au dialogue. La démocratie, c'est le dialogue. Il doit être permanent, ce dialogue, entre la majorité et les oppositions, entre le gouvernement et les citoyens, entre le gouvernement et les syndicats, que ce soit les syndicats patronaux ou de salariés. Ça me paraît indispensable. Et en même temps, le respect. On a besoin d'une culture de dialogue parce qu'on a besoin de respect. On est dans des situations extrêmement difficiles, avec un contexte géopolitique extrêmement dur. Oui, excusez-moi. Factuellement, sur quel point précis le Premier ministre pourrait-il rétropédaler et sur lesquels il ne fera aucune concession? Alors, je ne suis pas le porte-parole du Premier ministre et du gouvernement. Le Premier ministre s'exprimera demain. Mais je pense que ça va ouvrir le dialogue. Et je pense qu'il faut que le Premier ministre, le gouvernement, puisse discuter avec les groupes politiques au Sénat, à l'Assemblée nationale, avec les syndicats. Le dialogue social, c'est important. Et trouver les solutions du juste équilibre qui permettront à la France d'avancer, de lutter contre sa dette, de maîtriser sa compétitivité pour permettre aux entreprises d'aller de l'avant et de protéger les ménages, notamment les ménages qui travaillent et qui galèrent. Un mot, Pierre-Yves Bournazel, sur ce 10 septembre, ce mouvement de blocage qui est lancé. Est-ce que vous craignez un blocage justement du pays?
Oui, je le dis très clairement, je pense que la situation de blocage ne serait pas une bonne situation pour la France. Pas bonne pour notre économie, pas bonne pour notre cohésion sociale. Il y a de légitimes colères, il y a des attentes, elles sont naturelles, elles doivent pouvoir s'exprimer. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans le cadre du dialogue entre le gouvernement et les citoyens. Les citoyens ont le droit de s'exprimer, heureusement, ils ont le droit de manifester, mais il ne faut pas bloquer le pays. Parce que bloquer le pays, évidemment, c'est l'affaiblir un peu plus, alors que nous avons besoin plutôt de cohésion et d'avancée. Donc je souhaite que chacun, à la place qui est la sienne, le Premier ministre, le gouvernement, les groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat, participent à cette culture du dialogue pour permettre aux Français de se respecter entre eux et d'être respectés par le gouvernement et d'être écoutés, entendus. Et je crois que beaucoup de Français savent très bien que si les efforts sont justes, je dis bien justes, eh bien ils peuvent être acceptés. Votre message a été entendu, Pierre-Yves Bournazel. Merci d'avoir accepté notre invitation, conseiller de Paris et secrétaire général d'Horizon. Et ne manquez pas cette interview exclusive également de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV. Ce sera à suivre en direct à partir de 19h ce soir avec Anthony Lebos depuis Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme. C'est là que se tiennent actuellement les universités d'été de la France insoumise. Venons-en à cet homme poignardé à plusieurs reprises la nuit dernière pour avoir défendu sa compagne dans le tramway parisien. Boris Karlamov, vous nous avez rejoint. Bonjour. Que s'est-il passé? L'homme est grièvement blessé. Oui, il y a donc un couple qui voyage à bord d'un tramway dans le sud de Paris. Aux alentours de minuit 30, un individu bouscule la jeune femme et commence donc à l'insulter. Le compagnon de la jeune femme décide de sortir du tramway avec l'homme qui les a auparavant agressés. S'ensuit donc plusieurs coups de poing. Oui, mais voilà, à partir de plusieurs minutes donc d'échange de coups de poing, cet homme sort un couteau de sa poche et poignarde donc à plusieurs reprises le compagnon de la jeune femme pendant que cette dernière reste en sécurité dans le tramway. Le compagnon de la femme est alors victime de plusieurs coups de couteau. Il est grièvement blessé mais sans pronostic vital engagé à ce stade alors qu'il avait été transporté hier soir à l'hôpital Georges Pompidou en état d'urgence absolue. Quant à l'agresseur, il a été rapidement localisé par un équipage de police secours dans le 15e arrondissement de Paris. Lorsque les policiers le retrouvent, cet homme présente alors des traces de sang sur ses mains. Cet homme est ramené sur les lieux de l'agression et là, des témoins l'identifient formellement comme étant l'agresseur présumé et porteur de ces coups de couteau. Ce que l'on sait de cette personne, c'est qu'elle est âgée de 42 ans. Elle est défavorablement connue des services de police et cet homme, il a donc été placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire. L'enquête a été confiée au 3e district de police judiciaire de Paris. Quant à l'âge de la victime, donc le compagnon de cette femme, il est âgé d'une vingtaine d'années. Merci beaucoup Boris Karlamov pour ces précisions donc, sur cette affaire que nous continuerons de suivre sur BFM TV. À 14h14, l'actualité à l'étranger à présent, avec l'ONU qui a donc officiellement déclaré hier une famine à Gaza. Plus d'1 demi-million de Gazaouis qui affrontent des conditions catastrophiques selon l'organisation et selon leurs experts. Oui, Israël dénonce de son côté un mensonge éhonté. Et dans ce contexte, de nouvelles frappes ont touché la bande de Gaza ces dernières heures. Le récit de Loïc Gazard. Ce samedi à l'aube, les bombardements se poursuivent 3 jours après que l'armée israélienne ait annoncé vouloir prendre le contrôle de la ville de Gaza. Dans les décombres, ses habitants cherchent des survivants. Ils menacent d'envahir Gaza, mais que reste-t-il de Gaza? Il n'y a plus rien à Gaza, juste la mer et quelques maisons. Ils occupent 70-80% du territoire. Les frontières sont fermées, pas de nourriture, pas de vie. Même les enfants n'ont pas de vie à vivre. Des bombardements aussi dans le sud de la bande de Gaza. Cette femme pleure 2 de ses proches, des enfants tués par un missile qui a frappé leur tente. Pendant qu'ils dormaient, ils ont été frappés par 2 missiles. Pendant qu'ils dormaient, on a perdu toute une famille. Lui, il priait. Il était en train de prier. Ses enfants sont partis. Pendant ce temps, les Palestiniens peinent toujours à trouver des distributions d'eau et de nourriture. Hier, pour la première fois concernant un territoire du Moyen-Orient, l'ONU a déclaré une situation de famine qui pourrait empirer dans les semaines à venir. C'est 1 demi-million de personnes qui doivent vivre dans des conditions catastrophiques et 1 million de personnes, soit 54% de la population, fait face à une crise de 4e catégorie. D'ici septembre de cette année, septembre 2025, la famine va s'étendre.
L'ONU attribue les causes de cette famine à Israël. L'État hébreu a rejeté cette accusation et dénonce les mensonges du Hamas tout en affirmant qu'il n'y avait pas de famine à Gaza. Toujours à l'étranger, alors qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'a jamais paru aussi improbable. En Ukraine, eh bien, c'est la Russie qui revendique cette fois-ci la prise de 2 villages dans la région de Donetsk, 2 supplémentaires par rapport aux 3 d'hier déjà. L'armée russe qui occupe environ 20% du territoire ukrainien. Ouais, sur le plan diplomatique, la France a convoqué l'ambassadrice d'Italie en France après des propos jugés inacceptables. Ils auraient été tenus par Matteo Salvini à l'encontre d'Emmanuel Macron pour son soutien à l'envoi de troupes en Ukraine. Le vice-premier ministre italien aurait suggéré que le chef de l'État français y aille lui-même en mettant un casque et en prenant un fusil. Il a été rappelé à l'ambassadrice que ces propos allaient à l'encontre du climat de confiance entre les 2 pays. On en parle avec le général Pellistrandi, notre consultant défense BFM TV. Est-ce qu'on est en train d'assister à un début de brouille diplomatique entre la France et l'Italie? Ou c'est juste une imprudence? Je pense que... Alors, c'est pas une imprudence de la part de Matteo Salvini. Il faut bien comprendre que Matteo Salvini, depuis toujours, a manifesté son soutien à la Russie. En 2014, il considère que l'annexion de la Crimée par la Russie est légitime. En 2022, au moment du déclenchement de la guerre, il est obligé de s'associer aux sanctions auquel participe le gouvernement italien par solidarité. Mais très clairement, il a un tropisme pro-russe. Et donc, les propos qu'il a tenus lors d'un meeting à Milan en dialecte lombard sont totalement inadmissibles de la part d'un membre important du gouvernement italien. Le problème, il est là. Il serait dans l'opposition italienne, mais il est membre du gouvernement italien et donc forcément solidaire. Et les propos qu'il a tenus sont effectivement inadmissible à l'égard du président de la République. Il faut rappeler le contexte, on parle de la coalition des volontaires, menée notamment par la France, qui envisage de déployer des contingents en Ukraine. Oui, alors il faut souligner que Giorgia Meloni, présidente du Conseil, présidente du gouvernement italien, a toujours manifesté sa solidarité avec l'Ukraine. Oui. Il en demeure. Et d'ailleurs, elle était présente aux côtés d'Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens cette semaine à la Maison-Blanche. Mais elle refuse d'envoyer des soldats, alors je rappelle, après un cessez-le-feu, c'est-à-dire ce serait des forces de réassurance une fois que les combats seraient arrêtés. Bon, il y a une tradition, on va dire, pacifiste en Italie qui est très forte pour des raisons historiques, mais entre l'affirmation du soutien à l'Ukraine, qui est donc la règle affichée par le gouvernement italien, et les propos de son vice-premier ministre Matteo Salvini, eh bien là, il y a vraiment c'est une faute politique de la part de Matteo Salvini et qui vient en quelque sorte contredire la position de son gouvernement. Merci beaucoup, Général Pellistrandi. Prenons maintenant des nouvelles de l'Espagne, où de violents incendies ravagent une partie du pays depuis 2 semaines maintenant. On se rapproche de la fin. C'est en tout cas ce qu'a déclaré ce matin la directrice générale de la protection civile. Il resterait 18 incendies de forêt actifs, alors que l'on dénombre déjà 4 morts et des centaines de milliers d'hectares détruits. Et dans le cadre du plan de solidarité européen, la France a envoyé par ailleurs des renforts sur place. Et ces jours de retour de vacances, voici l'infotrafic. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Voici les prévisions de Bison Futé pour cette journée classée rouge dans tout le pays ce samedi dans le sens des retours et même noire sur le bassin méditerranéen. Il faut donc être prudent, patient sur les routes. Et il y a donc ceux qui partent, vous le voyez, sont nombreux, et certains chanceux qui vont débuter leur congé. On retrouve Frédéric Fernandez tout près d'Annecy. Vous attendez, Frédéric, donc les vacanciers de la fin août. En cette dernière semaine donc de vacances, certains viennent d'arriver alors que d'autres touristes viennent de quitter leur emplacement de tente. C'était notamment ce matin l'heure de faire les bagages, de tout remballer, soit dans les voitures, dans les camping-cars, etc. Mais c'est aussi l'heure pour justement vous, Serge, qui êtes le gérant de ce camping, de faire un premier bilan de la saison. Dites-nous, quel bilan vous faites ? Un bilan très positif, ma foi. On a eu beaucoup de monde et surtout un très bon climat. C'est vraiment en fonction du temps que les gens viennent, restent ou pas. Et c'est vrai que cette année, on a été vraiment gâtés. Quelle fréquentation peut être sur juin, juillet, août, des chiffres ?
Des chiffres, on avait une moyenne de taux de remplissage de 95% en juin, 100% en juillet, et là on va arriver à 100% en août. Donc même si le commerçant se plaint, nous on se plaint pas. Dites-moi, est-ce que j'entendais tout à l'heure le téléphone sonner, vous êtes obligé de dire à toutes les personnes qui appellent que vous êtes encore 100% complet? On est complet encore, mais là ça va changer dès demain. Dès demain, ça va commencer à se libérer et ça va être comme ça jusqu'à notre fermeture qui est prévue le 12 octobre. Comment se passe aussi, peut-être un mot sur l'arrière-saison? Là aussi, il y a quand même pas mal de réservations, de plus en plus au fur et à mesure des années. De plus en plus, ouais. On va dire les jeunes retraités sont aussi très nombreux et encore une fois, c'est le climat qui vont les faire venir ou pas. Dès qu'il fait beau, il y a une plage de météo sur 8-10 jours de beau temps. On est sûr de récupérer beaucoup de monde. Merci beaucoup pour votre témoignage, Serge. Donc, des vacances qui touchent à leur fin pour certains, pour d'autres, elles commencent, puisque par exemple, ici, dans ce camping aujourd'hui, il y a 40 départs, mais aussi 40 arrivées. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Regardez ces images spectaculaires d'un volcan en éruption à Hawaï. Il a repris son activité vendredi pour la 31e fois depuis le mois de décembre. Une éruption de lave de 30 mètres de haut, ce qui donne ces images impressionnantes. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde. Allez, restez avec nous, il est 14h22. Dans un instant, nous reviendrons sur cette agression. La nuit dernière, à la station de tramway de la Porte de Vanves, dans le sud de Paris, un homme a été poignardé à plusieurs reprises alors qu'il défendait sa compagne. Nous retrouverons notre reporter sur place. À tout de suite. L'imprimerie pour laquelle je travaillais ayant fermé, donc j'ai créé la mienne. Shopify a été très facile à configurer. Nous n'avons pas eu besoin d'aide en plus d'un professionnel. Et aujourd'hui, nous faisons découvrir les nouveautés parisiennes à des gens du monde entier. Nous sommes Letterpress de Paris et nous sommes propulsés par Shopify. Comme 80% des Français, le mal de dos me gâchait la vie. Pour votre dos, Perco a développé un t-shirt muni de tenseur. Ce dispositif médical change vos habitudes posturales et après 21 jours, 85% des utilisateurs déclarent avoir soulagé leur dos. Découvrez maintenant le premier soutien-gorge muni de tenseur breveté. L'innovation conçue pour allier posture et maintien. Il soulage efficacement les tensions du dos au quotidien. Les solutions textiles Perco sont aujourd'hui les plus recommandées par les médecins pour soulager le dos. Profitez des offres d'été sur perco.com. Warhammer 40 000 Combat Patrol, la collection officielle. Semaine après semaine, assemblez vos figurines et construisez 9 armées prêtes au combat. Grâce aux pinceaux, peinture et instructions, apprenez à jouer et rejoignez le phénomène mondial en rassemblant vos armées pour le jeu de bataille du 41e millénaire. Warhammer 40 000 Combat Patrol, le numéro 1, vos premières figurines, 1,99 € seulement. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. En ce moment, jusqu'à 100 € offerts pour la souscription d'une nouvelle offre ELEC référence 3 ans. C'est bien ça, Charlotte. Et bien sûr, c'est une électricité verte. Appelez le 3443. J'agis avec Engie. Yes! Yes! Voilà l'effet que ça fait d'acheter ses fournitures scolaires sur entrediscount.com. Fini les samedis interminables au supermarché. Dites oui au prix imbattable, au choix, à la facilité. Avec entrediscount.com, en 3 clics, choisissez, commandez, profitez. Alors Alicia, comment fait-on pour perdre du poids? En théorie, c'est très simple. Il faut un déficit calorique pour créer un choc pondéral, à savoir consommer moins de calories qu'on en dépense. Ouais, mais en pratique? En pratique, il faut faire les courses, il faut cuisiner, peser les quantités. Et c'est là que Comme J'aime fait toute la différence. Effectivement, fini la charge mentale, tout est clé en main. Et je peux vous dire que ça fonctionne, ça marche. J'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Alors commandez dès maintenant, les repas sont à partir de 3,92 €. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. C'est important, .fr. C'est la rentrée sur BFM TV.
L'équipe numéro 1 de l'info revient plus en forme et plus forte que jamais. Nouveau visage, seul ou à deux. Et toujours la même promesse, vous donner chaque jour le meilleur de l'actualité. C'est la rentrée sur BFM TV. Une rentrée avec vous et pour vous. Et on a hâte de vous retrouver. BFM TV, première sur l'info. La météo avec vous, Éléonore Bocara, et un temps calme et ensoleillé aujourd'hui. Oui, nous avons des conditions anticycloniques sur le pays. Il y aura tout de même quelques passages nuageux qu'on va retrouver essentiellement au nord du territoire. Regardez pour la carte de cet après-midi, c'est quelques cumulus présents et quelques ondées vers les Ardennes. Un ciel simplement voilé de la Bretagne jusqu'au centre-est, bien ensoleillé au sud du pays. Quelques blocages nuageux vers le piémont pyrénéen, du vent autour de la Méditerranée, une averse orageuse possible sur l'île de Beauté. Du côté des températures, 24 degrés à Paris ou à Lyon, 28 à Bordeaux. On va jusqu'à 30 à Marseille et même 32 à Perpignan. De la chaleur associée au vent, donc un risque élevé d'incendie pour aujourd'hui encore sur ces 6 départements. Pour demain, on aura dans l'ensemble à nouveau un temps calme, bien ensoleillé, quelques passages nuageux au nord du pays, des averses possibles vers les Alpes frontalières ou encore le nord-est de l'île de Beauté. Un temps assez similaire dans l'après-midi, peu d'évolution. Donc un ciel un petit peu plus chargé toutefois vers la pointe bretonne. Et puis on pourrait avoir une averse orageuse en plus du côté du relief pyrénéen, côté Mercure. Au lever du jour, 8 degrés du côté de Clermont-Ferrand seulement, 14 à Paris ou à Bordeaux, 17 degrés à Perpignan, 21 sur la Côte d'Azur. Et dans l'après-midi, regardez, ça va être bien chaud au sud-ouest du pays, 31 degrés attendus entre Bordeaux et Toulouse. La météo des plages avec ruducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage. Tous les produits de l'été sont sur ruducommerce.fr. Regardez la météo avec entrediscount.com. Yes! Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Une météo des plages qui débute comme à son habitude sur les bords de Manche avec de très jolies éclaircies du côté de Deauville. 19 degrés dans l'air, 20 degrés dans l'eau et un indice UV de 6. Prenons la route de la façade atlantique avec un soleil bien présent une fois de plus. Même un plein soleil du côté de Saint-Jean-de-Luz. Même température dans l'air et dans l'eau, 23 degrés. Pour le golfe du Lion, à nouveau de beaux rayons de soleil. Attention, un petit peu de vent. Du côté des Saintes-Maries, 25 degrés dans l'air et 22 degrés pour la baignade. Enfin, entre la Côte d'Azur et la Corse, vous aurez droit à une Méditerranée comprise entre 24 et 26 degrés avec un indice UV de 7. C'était la météo des plages avec ruducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage. Tous les produits de l'été sont sur ruducommerce.fr. C'était la météo avec entrediscount.com. Yes! Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Bientôt 14h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-midi info à la une de ce samedi. Cet homme grièvement blessé après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans le 14e arrondissement de Paris la nuit dernière. Les suites d'une altercation dans le tramway après des insultes proférées à l'encontre de la compagne de la victime. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue. Nous ferons le point sur l'enquête dans un instant avec Laura Baquet. La rentrée politique s'annonce mouvementée alors que se tiennent les universités d'été de plusieurs partis. À gauche, les contours de la participation au mouvement citoyen Bloquons tout du 10 septembre se précisent. Les syndicats, eux, continuent de réfléchir. Et pour parer à la contestation sur son budget 2026, François Bayrou annonce une conférence de presse lundi à 16h. Plus de 400 000 hectares. 4 morts également. Les incendies en Espagne ont représenté 40% de tous ceux qui ont frappé l'Europe cet été. Mais peut-être allons-nous vers leur fin. C'est en tout cas ce qu'estime la chef de la protection civile. Nous retrouverons notre correspondant à Madrid dans ce journal. Et puis le sud-est de la France qui reste également vigilant face au risque de feux de forêt. 6 départements sont en vigilance orange ce samedi, notamment la Drôme, où les vacanciers sont nombreux sur la 7 à une semaine de la fin des vacances et de la rentrée. Il faut donc redoubler de prudence. Nous serons aux côtés des automobilistes avec Mathias Sarraes. Mais tout d'abord, donc, cette agression particulièrement violente dans le sud de Paris. Un homme qui a été poignardé à plusieurs reprises. C'était sur le quai d'une station de tramway. Il a été grièvement blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Laura Baquet, vous êtes sur place, porte de Vanves pour BFM TV. Les faits ont eu lieu la nuit dernière. Dans quelles circonstances, Laura ?
Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est passé vers minuit 30. Un homme aurait bousculé et insulté une femme qui voyageait avec son compagnon à bord du tramway. Son compagnon aurait donc essayé de la défendre et de la protéger. S'en serait suivi une altercation avec l'agresseur et les deux hommes sont descendus à l'arrêt Porte de Vent. Nous trouvons avec Margot Vizade dans le 14e arrondissement de Paris. Un échange de coups de poing s'en serait suivi entre les deux hommes jusqu'à ce que l'auteur des insultes sorte un couteau et aurait poignardé à plusieurs reprises le voyageur qui s'est écroulé sur le sol. Vous l'avez dit, la victime est grièvement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital en urgence absolue, mais son pronostic vital n'est pas engagé. On n'en sait pas à ce stade plus sur l'état de santé de la compagne de ce jeune homme, justement, vous l'avez dit, d'une vingtaine d'années, qui a été agressé. La compagne qui, elle, était restée dans le tramway. Laura, l'agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. Qu'est-ce que l'on sait de son profil à ce stade ? Oui, tout à fait. Il a pu être identifié par des témoins et lorsqu'il a été interpellé dans le 15e arrondissement de Paris, il avait des traces de sang sur les mains. Alors, d'après des sources proches du dossier à BFM TV, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un homme âgé de 42 ans qui est déjà connu des services de police. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. L'auteur des faits est actuellement placé en garde à vue et pendant cette garde à vue, il devra répondre à plusieurs questions. On en saura un petit peu plus. Était-il alcoolisé ou non? S'en est-il pris à d'autres voyageurs? La suite de l'enquête pourra permettre de répondre à ces questions. Merci beaucoup Laura Baquet, en direct de la Porte de Vence dans le 14e arrondissement de Paris avec Margot Vizade pour les images. On en vient à l'actualité politique à présent avec le spectre du 10 septembre et l'appel à bloquer tout, un mouvement citoyen lancé sur les réseaux sociaux, notamment pour dénoncer le projet de budget de François Bayrou et à laquelle se joindront les partis politiques de gauche et certains syndicats. Léopold Audebert, journaliste du service politique de BFM TV, est avec nous pour en parler. L'information du jour, c'est que Matignon annonce une conférence de presse de François Bayrou qui aura lieu lundi à 16h. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, François Bayrou veut encore parler de son budget. Il en a déjà parlé au mois de juillet dans une première conférence de presse. Il en a parlé aussi d'une certaine manière pendant tout l'été avec ces fameuses vidéos qu'il avait postées sur YouTube, sur Facebook pour essayer d'alerter les Français sur, je cite, la gravité du moment, la nécessité de faire des économies et donc essayer, si je vulgarise, de vendre son budget, ces fameux 44 milliards d'euros qui doivent, selon lui, être économisés dès la rentrée. Là, ça va se passer dans les prochaines semaines. Autre élément important, il sait très bien qu'il est sur un siège éjectable, François Bayrou. Là, les oppositions ont déjà dit que dans les prochaines semaines, il y aurait une motion de censure. LFI l'a martelé à la rentrée, motion de censure. Il faudra voir si les oppositions suivent, parce que je vous rappelle quand même qu'une motion de censure, c'est pas seulement faire tomber un gouvernement, c'est essayer de savoir pour chaque parti si le moment qu'on choisit est le bon pour obtenir quelque chose derrière. Il y a des oppositions qui commencent à dire une motion de censure maintenant, c'est pas forcément la meilleure idée. Attendons plutôt le mois de novembre, le mois de décembre. Mais on ne sait jamais. La période politique est tellement imprévisible que peut-être que François Bayrou sent aussi qu'il a besoin de se réexpliquer. Il y a eu cette polémique sur les 2 jours fériés supprimés, notamment, qui a grandement agacé certains Français. On l'a vu dans des reportages sur BFM TV. Les oppositions. En reparler, de ces 2 jours. Voilà, il reste auprès de nos confrères de l'AFP ouvert, dit-il, à discussion, mais enfin ça veut dire quoi quand vous avez 44 milliards d'euros à trouver? Sur quoi vraiment est-ce que vous pouvez céder? Il va tenter un exercice une nouvelle fois périlleux. La dernière fois, ça n'avait pas été couronné de succès de manière incroyable. Le risque pour lui, c'est de refaire exactement le même exercice que juillet, que ça ait un goût de réchauffé finalement, ce qu'on va voir devant notre écran lundi. Donc on verra, on ne sait pas à l'heure actuelle précisément où aura lieu cette conférence de presse. On ne sait pas qui sera invité, s'il y aura par exemple les partenaires sociaux ou les oppositions, comme la dernière fois au mois de juillet. Même des proches de François Bayrou à qui là, j'ai pu parler ce matin me disaient on a découvert l'existence de cette conférence de presse en même temps que vous, pour vous dire à quel point aussi il y a une manœuvre assez solitaire de la part du Premier ministre. Un peu surprise totale de la part de tout le monde aujourd'hui. Bon, c'est un peu en cours de calage, on aura l'occasion d'y revenir. En attendant, le gouvernement va surveiller aussi de près cette mobilisation prévue le 10 septembre. Est-ce que c'est une journée à haut risque pour l'exécutif? C'est une journée à très haut risque pour l'exécutif. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre encore, c'est l'ampleur que ça aura, quels secteurs seront vraiment concernés. Mais auprès du service politique de BFM TV, le conseiller de
très important d'un ministre qui disait notamment il y a quelques heures, on a déjà acté que ça serait une mauvaise journée. Et on nous dit également du côté d'un autre conseiller, la France Insoumise, la gauche, ils veulent capitaliser avec cette mobilisation et faire un truc anti-Bayrou à l'approche du budget. Donc vous voyez que de la part de tous les ministères, nous remonte cette sorte d'alerte rouge. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, prévoyons de pouvoir répliquer au cas où. Et puis quelqu'un qui résume à la fin, Bayrou est rusé, mais là on ne voit pas aujourd'hui comment ça peut passer. C'est pour ça qu'il prend sûrement les devants et qu'on le verra donc lundi s'exprimer devant la presse. Il y a la crainte d'un mouvement similaire à celui des Gilets jaunes ? Alors c'est dans tous les esprits, effectivement. Ce qui est compliqué à comprendre aujourd'hui, c'est quelle ampleur ça va avoir. Reste cette espèce de souvenir indélébile dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, effectivement, des Gilets jaunes. Cette crainte d'un effet tache d'huile, multisecteur, qui dure dans le temps. On va voir ce qu'il en est, mais en tout cas, voilà, on anticipe du côté de l'exécutif et on se prépare à quelque chose de potentiellement mouvementé. Et dans le même temps, il y a également le gouvernement qui essaye de s'entretenir avec les syndicats, avec les groupes parlementaires, tout ça aussi pour essayer de jauger un petit peu l'ambiance, on va dire, à quelques jours de ce 10 septembre. Pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est que c'est maintenu, c'est-à-dire que ces consultations, notamment menées par la ministre du Travail, doivent commencer lundi. Je dis bien pour l'instant parce que, comme je vous le disais, cet effet surprise d'une conférence de presse intervient et on a l'habitude de voir des agendas qui se bousculent dans ces périodes assez troubles. Donc on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, oui, prendre le pouls de la situation pour le gouvernement aujourd'hui, c'est indispensable pour pouvoir essayer de gérer et d'anticiper ce qui va advenir ensuite dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Léopold pour ces précisions. Ne manquez pas d'ailleurs ce rendez-vous politique sur BFM TV, l'interview de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise au micro d'Anthony Lebos. Ce sera à suivre en direct à 19h ce samedi depuis Châteauneuf-sur-Isère où se tient justement l'université d'été de LFI. 14h38, cette autre actualité, évidemment, la rentrée qui approche dans à peine plus d'une semaine maintenant. Alors vous êtes très nombreux à rentrer chez vous ce week-end. Sur les routes, le pic des embouteillages a d'ailleurs été atteint un peu après midi avec 813 km de bouchons cumulés. Mathias Arez, vous êtes notre envoyé spécial sur l'autoroute de Saint-Rambert d'Albon, c'est dans la Drôme. Comment est-ce que ça roule pour l'instant sur l'A7 ? Alors écoutez, vous le voyez peut-être sur ces images de Marie-Lise Pariot. Pour l'instant, le trafic est fluide à une 50aine de kilomètres au sud de Lyon. Mais ne vous méprenez pas, il y a bien des ralentissements dans le sens sud-nord pour relier Orange à Vienne au sud de Lyon. Donc comptez tout de même 2h20, soit 1 heure de plus qu'à l'accoutumée. Ce qui interroge notamment le gestionnaire de cette autoroute, c'est que ces ralentissements ne faiblissent pas. Ils étaient les mêmes ce matin, ils devraient se poursuivre jusqu'à ce soir 19h. Prenez donc votre mal en patience, faites des pauses. Nous avons traversé plusieurs aires d'autoroute. Cet après-midi, elles étaient bien pleines. La Drôme, Mathias, qui est l'un des 6 départements concernés aujourd'hui par une vigilance orange au feu de forêt. Autant dire que le risque est élevé. Et c'est une donnée justement à prendre en compte pour les automobilistes. Évidemment, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que la végétation dans la Drôme ici est particulièrement sèche. Et puis, vous le voyez peut-être également sur ces images, il y a beaucoup de vent, ce qui est un accélérateur de flammes. Il y a 15 jours, à hauteur de l'aire d'autoroute de Saint-Paul-Trois-Châteaux, plusieurs départs de feu avaient rapidement rejoint les abords de l'autoroute, provoquant plus de 20 km de bouchons. Le gestionnaire appelle donc à la plus grande vigilance. Des messages rappellent sur les panneaux d'autoroute qu'il est interdit de jeter ses mégots par la fenêtre et appelle également à la vigilance avant de prendre la route, de bien réviser son véhicule, notamment pour éviter les pannes de surchauffe qui pourraient provoquer des incendies. Merci beaucoup Mathias Arez, en direct donc de cette aire d'autoroute sur l'A7 avec Marie-Lise Pariot dans la Drôme pour BFM TV. Dans l'actualité à présent, les incendies qui ont également ravagé cette fois-ci plus de 400 000 hectares tout de même en Espagne et qui ont fait 4 morts. Le pays qui reste extrêmement vigilant et bénéficie notamment du soutien de sapeurs-pompiers français. Mathieu de Taillec, vous êtes notre correspondant à Madrid. Il y a tout de même cette bonne nouvelle, peut-être en tout cas, après un bilan très lourd pour l'Espagne. C'est la chef de la protection civile qui a estimé que la fin des incendies se rapprochait.
Oui, ça commence à aller mieux. Les mots précis de la directrice de la protection civile, c'est « on est beaucoup plus proche de la fin des grands incendies ». C'est ce qu'a dit ce matin Virginia Barcones à la télévision publique espagnole, TVE. Parmi ces grands incendies désormais contrôlés, il y a celui de Jarilla, donc on est en Estrémadure, à l'ouest du pays. On surnommait ici cet incendie El Monstro, le monstre. Il a réduit en cendres plus de 17 000 hectares à lui tout seul, ce Monstro. Tout n'est tout de même pas terminé ni sous contrôle. La directrice de la protection civile a ajouté qu'il y a encore 18 feux de forêt actifs, dont 17 presque tous de niveau 2, c'est-à-dire dangereux pour les personnes et pour les habitats. Il y a un incendie qui préoccupe particulièrement en ce moment, c'est celui d'Igueña. On est dans la province de Léon, c'est donc au nord-ouest du pays, et c'est effectivement ce quart nord-ouest de l'Espagne qui est frappé par cette série d'incendies hors du commun. On est, vous l'avez dit, à 400 000 hectares brûlés selon les dernières estimations. Il faut remonter à 30 ans, à 1994, pour trouver un chiffre un peu supérieur. On était à l'époque à 437 000 hectares, autant dire que c'est un chiffre que l'on peut atteindre d'ici la fin de l'année 2025. Les dates de cette quinzaine noire en Espagne correspondent à celles de la vague de chaleur qui a frappé le pays pendant 16 jours, et l'accalmie des feux coïncide aussi avec le relatif rafraîchissement des températures ces derniers jours. Donc ça confirme que malgré les efforts immenses des pompiers, des autorités et même parfois des résidents, ces feux sont souvent incontrôlables, parfois même impossibles à éteindre tout bonnement. Ils ne terminent que quand la météo le permet. Et les secours ne peuvent souvent faire qu'une seule chose, tenter de protéger les populations et leurs habitations. Merci beaucoup Mathieu de Taillac, notre correspondant à Madrid. Notez aussi qu'un pompier a été tué au Portugal après avoir été blessé en combattant un incendie forestier. Ça s'est passé dans la commune de Sabugal, dans le nord du pays. Oui, la présidence portugaise a par ailleurs présenté ses condoléances à la famille de la victime. C'est donc le 4e incendie de l'été au Portugal. Y a-t-il de la friture sur la ligne entre la France et l'Italie sur le dossier ukrainien? Jeudi, l'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée. La raison, des propos inacceptables par le vice-premier ministre italien Matteo Salvini. Le général Jérôme Pellistrandi est avec nous sur ce plateau. Alors, il reproche donc le soutien d'Emmanuel Macron à l'envoi de troupes en Ukraine. Matteo Salvini qui avait suggéré d'ailleurs que le chef de l'État français y aille lui-même. On est loin de l'image d'unité affichée en début de semaine à Washington. Alors, il faut rappeler que Matteo Salvini est un habitué de ces attaques frontales contre le président de la République. Au mois de mars, il l'avait traité de fou. Là, donc, il l'a donc dit vas-y avec un casque et prends un fusil. Il l'a exprimé lors d'un meeting à Milan. Et alors, petite anecdote, c'est qu'il le fait en dialecte lombard. Hein, donc, c'est vraiment dans un microcosme très local. La seule chose, le problème, c'est qu'il est vice-président du Conseil donc italien, c'est-à-dire qu'il est l'adjoint de Giorgia Meloni, et qu'avec de tels propos, il est en opposition frontale avec la position du gouvernement italien. Et c'est ça ce qui, en quelque sorte, provoque à juste titre la colère de Paris et la convocation de l'ambassadrice d'Italie en France. Alors il y a aussi dans l'actualité sur la guerre en Ukraine cette revendication aujourd'hui par la Russie de la conquête de 2 villages dans la région de Donetsk. Hier on parlait de 3 villages également, ce qui porterait donc à 5 cette zone de Donetsk qui serait donc dans les mains de la Russie. Qu'est-ce que ça représente? En fait, pas grand-chose. Il faut quand même souligner, et tout à l'heure je regardais la carte routière de l'Ukraine. Ces 2 villages, il faut aller les chercher avec une carte à très petite échelle, en quelque sorte. C'est-à-dire que, en fait, ça traduit le grignotage que les forces russes font dans la région de Donetsk, mais pour autant, d'abord, ils conquièrent des tas de ruines. Ces villages n'ont plus aucune valeur, en quelque sorte. Ils sont totalement détruits, mais ça participe du narratif russe pour dire, voyez, nous sommes en train de gagner du terrain. Alors, bien entendu, pour les Ukrainiens, ils sont en défensive, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de céder du terrain pour ne pas se faire au minimum capturer. Bon, mais c'est pas une percée comme on l'avait vécu il y a une quinzaine de jours, qui elle était aurait pu être beaucoup plus grave. Mais voilà, il y aura de la part de Moscou, en fait, le moindre hameau avec 3 maisons fait l'objet d'un communiqué quasi victorieux en disant voilà, nous progressons. Et donc
c'est ce narratif que Moscou veut imposer, notamment dans sa relation avec Washington. Merci beaucoup, Général, et bonjour à vous, Michel Fayad. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste géopolitique, enseignant justement en géopolitique du pétrole et du gaz à l'IFP. On voulait vous avoir sur ce plateau pour parler des conséquences aux attaques répétées de drones ukrainiens sur les infrastructures russes, notamment pétrolières dans l'ouest du pays, parce que la Russie fait actuellement l'objet d'une pénurie de carburant, c'est ça ? En fait, il y a une certaine pénurie de diesel et d'essence parce que les Ukrainiens ont effectivement frappé plusieurs raffineries en Russie, notamment près de Rostov. Et on parle de 600 000 barils par jour de raffinage qui ont été plus ou moins paralysés en Russie, ce qui évidemment fait hausser les prix et crée une certaine pénurie. Mais il y a aussi le fait que les Ukrainiens ont frappé certains oléoducs, comme celui de Druzhba, qui est très important pour plusieurs pays européens, puisque c'est lui qui fournit en pétrole la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie. Et en cela, ça risque aussi de compliquer la situation aussi pour l'Ukraine, parce que il y avait une certaine unité européenne il y a quelques jours, et en frappant donc cet oléoduc, vous touchez aux intérêts de 3 pays de l'Union européenne. Et ça, c'est peut-être pas très bien pour l'Ukraine. Par contre, effectivement, le fait de frapper sur la capacité de raffinage de la Russie, c'est quelque chose qui donne un certain poids pour l'Ukraine contre la Russie. Maintenant, parce qu'on voit qu'en effet, il y a 2 stratégies vraiment opposées qui se poursuivent des 2 côtés du front. D'un côté, la Russie attaque des populations, essaie de conquérir des territoires en Ukraine, mais l'Ukraine, elle s'attarde toujours sur des cibles stratégiques, des cibles industrielles à forte valeur ajoutée. Là, les experts estimaient entre 10 et 15% la capacité de raffinage du pays qui était donc indisponible. Ce sont les 600 000 barils que je vous disais. D'accord. Est-ce que c'est de nature à affaiblir suffisamment la Russie de continuer sur cette stratégie ukrainienne ? Pour la Russie, c'est quand même quelque chose d'important, 10 à 15% de leur capacité de raffinage. Mais c'est pas ça encore qui fait tomber la Russie. En revanche, la Russie aussi frappe les intérêts de raffinage de l'Ukraine et de stockage, parce que déjà dès 2022, ils se sont attardés à casser et en fait à mettre hors d'état toutes les raffineries en réalité ukrainiennes. Et même la route d'approvisionnement à partir de l'Azerbaïdjan qui allait vers l'Ukraine a été frappée là il y a quelques jours. Et notamment tous les stockages de réserves de pétrole pour l'hiver de l'Ukraine dans la région d'Odessa et au niveau aussi du port d'Odessa. Donc les Russes sont en train aussi de répondre aux Ukrainiens de la même manière. C'est-à-dire qu'un peu, comme on dit en français, la réponse du berger à la bergère. Tu me frappes sur le secteur énergétique et les infrastructures, je fais la même chose. Il y a eu des sanctions contre la Russie. Quel pays aujourd'hui achète encore du gaz et du pétrole à la Russie ? Est-ce qu'il y a des conséquences aussi pour eux ? Déjà, la Russie, c'est le plus grand pays exportateur de gaz vers la Chine. Et l'Inde achète à peu près 40% du pétrole russe donc exporté par la Russie, c'est-à-dire qu'elle achète à peu près 2 millions de barils par jour, qu'elle paye essentiellement en roubles et en roupies. Et donc, les Russes ne savent pas trop quoi faire des roupies. Puis les roubles, ça leur apporte pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et c'est pour cela que Poutine demande maintenant aux Indiens d'investir en Russie, mais ce que les Indiens n'ont pas encore réellement commencé à faire. Et puis, on oublie quelque chose, c'est le charbon, parce que les Indiens aussi achètent beaucoup de charbon de la part de la Russie. Et il y a aussi le fait que l'Union européenne a acheté également beaucoup de GNL, de gaz naturel liquéfié, auprès de la Russie. Ça a été en augmentation paradoxalement. Et les Russes essayent maintenant de vendre du GNL aux Indiens de plus en plus, en plus d'être donc le premier exportateur de gaz vers la Chine. Donc c'est vrai que les revenus pétroliers et gaziers de la Russie ont diminué. L'Occident les estime cette baisse de revenus à 40%, mais par contre estime qu'entre 2023 et 2024, il y a une hausse à peu près de 2%. Les chiffres, on ne sait pas exactement s'ils sont vrais, mais par contre, une dernière chose, pardon. Vous savez que Donald Trump essaye de mettre des sanctions contre l'Inde.
Et la Russie, pour contourner ces sanctions et permettre à l'Inde de continuer à acheter, lui a donné encore 5% de rabais supplémentaires pour qu'elle poursuive ses achats auprès donc de la Russie. Donc on essaie de contourner ces sanctions. Est-ce que ces attaques ukrainiennes sur les sites d'hydrocarbures russes peuvent avoir des conséquences également pour d'autres pays européens, par exemple pour la France ? Oui, parce que aujourd'hui, en fait, le prix du baril de pétrole est calculé par rapport à l'offre et la demande. Et pareil pour les produits raffinés. Donc, si jamais il y a une pénurie en Russie, il y a aussi une pénurie ailleurs. Et donc, sur le marché, le prix risque d'augmenter. Et s'il augmente, il augmente pour tout le monde. Donc, effectivement, il peut y avoir un impact sur la France. Mais déjà, dans un premier lieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier impact c'est surtout pour la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, puisque l'oléoduc qui transportait le pétrole vers eux a été cassé, endommagé. Et il y a une chose aussi qu'on a appris il y a quelques jours, c'est l'arrêt, vous savez, d'un suspect ukrainien en Italie pour avoir saboté Nord Stream. Et donc là, on va voir aussi qu'est-ce que vont faire les Allemands, parce que ça touche aussi aux intérêts allemands. C'est eux qui avaient investi massivement, notamment pour la construction de ce gazoduc. Et donc il y a pas mal de choses. Vous voyez, c'est à la fois une arme pour l'Ukraine pour faire du mal à la Russie, c'est aussi une arme pour la Russie pour faire mal à l'Ukraine, mais en même temps, nous, Européens, on subit un peu tout ce conflit. Merci beaucoup, Michel Fayad, pour votre éclairage. Merci d'avoir été avec nous. L'actualité, c'est aussi ce week-end qui se tient en Moselle. C'est le plus grand rassemblement évangélique de France. Près de 20 000 personnes de la communauté des gens du voyage venus de tout le pays sont arrivées depuis hier. Et forcément, cela demande une grande organisation qui ne plaît pas, vous allez voir, forcément, aux autorités. Reportage de Kevin Durand. Quelques coups de marteau et en quelques heures, une ville éphémère sort de terre. Près de 6000 caravanes s'installent sur ce terrain pour le plus grand rassemblement évangélique de l'année. Une tradition que Jeffrey n'aurait manqué pour rien au monde. Je viens de Seine-et-Marne et là je me suis rapproché à peu près sur Strasbourg. Ça me faisait un peu plus près. Et donc j'ai fait le déplacement ce matin, je suis parti vers 9h. On a eu un peu de bouchons à l'entrée, mais bon. Et des bouchons, il faut dire qu'il y en a eu. Dès l'ouverture des portes hier matin, la file de véhicules s'étendait sur près de 25 km. Cet adjoint au maire réclame que le rassemblement se fasse ailleurs. Mais ça bloque là-bas ou pas? Les accès ne sont pas faits pour autant de personnes. Les gens, ils en ont vraiment marre ici d'avoir ça tous les 2 ans, quoi. Pour éviter tout débordement, l'association a signé un protocole avec la préfecture, une manière d'afficher sa bonne volonté. Nous assumerons tous les points qui ont été mis sur ce protocole d'accord en matière de sécurité, en matière d'hygiène. Au centre du site, ce poste de commandement assurera la sécurité pendant les 2 semaines. C'est 430 gendarmes qui sont mobilisés et on a en permanence, en plus des gendarmes, 70 personnels d'autres services. Dans une 50aine de communes alentours, le stationnement des caravanes sera strictement interdit pour éviter des perturbations. La météo tout de suite avec Éléonore Bocara et donc ce temps calme et ensoleillé ce samedi. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous ? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Éléonore, c'est donc un samedi ensoleillé auquel nous assistons. Oui, et pas seulement ce samedi, demain aussi, on aura droit à un temps bien calme. Nous avons des conditions anticycloniques sur le pays, il faut en profiter. Alors regardez, nous avons toutefois quelques passages nuageux qui passent au nord, mais rien de bien méchant. Quelques cumulus, peut-être quelques gouttes de pluie vers les Ardennes encore pour cet après-midi. Un ciel simplement voilé de la Bretagne jusqu'au centre-est. Pour le tiers sud du pays,
c'est un plein soleil, excepté vers le piémont pyrénéen où on pourra retrouver un petit blocage nuageux. Il y a pas mal de vent qui souffle en Méditerranée et on pourrait avoir une averse orageuse présente sur le relief de l'île de Beauté. Pour les températures, regardez, 24 degrés à Paris ou à Lyon, 28 entre Bordeaux et Toulouse. Il fait encore chaud autour de la Méditerranée, 30 degrés à Marseille, 32 du côté de Perpignan et donc chaleur plus vent. Vous connaissez cette recette. Le risque d'incendie est élevé pour ces 6 départements encore aujourd'hui. Donc un risque d'incendie bien marqué, soyez prudents. Pour demain, nous allons retrouver toujours ce temps bien calme, lumineux dès le lever du jour avec quelques passages nuageux au nord, quelques averses possibles, mais vraiment sur les Alpes frontalières avec le nord-est de l'île de Beauté qui est concerné également. Dans l'après-midi, assez peu d'évolution. On va retrouver le même type de temps. À noter la pointe bretonne qui devrait s'ennuager un petit peu. Les prémices de la dépression aérienne, mais qui viendra nous embêter à nouveau en milieu de semaine. Et on pourrait avoir en plus quelques orages du côté des Pyrénées-Orientales. Pour les températures au lever du jour, 8 degrés seulement du côté de Clermont-Ferrand, 14 à Paris jusqu'à 21 degrés sur la Côte d'Azur. Et pour votre dimanche après-midi, les températures sont en hausse. C'est particulièrement marqué au sud-ouest, 31 degrés à Bordeaux. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. Restez avec nous dans un instant. L'après-info revient notamment sur cette rentrée politique. François Bayrou qui prendra la parole lundi après-midi dans une conférence de presse pour annoncer probablement cette rentrée délicate sur le plan politique avec à la fois en ligne de mire le budget, mais aussi la menace d'une motion de censure et ainsi que la mobilisation prévue le 10 septembre. Nous ferons le point dans quelques minutes. Et puis au programme de votre après-info également, cet homme poignardé à plusieurs reprises à l'arrêt du tramway de la Porte de Vanves à Paris. C'était la nuit dernière. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue. Toutes les précisions dans quelques instants. On marque une courte pause et on se retrouve en direct. À tout de suite. Bonjour Perrine. Bonjour Dominique. Très heureux de rejoindre la rédaction de BFM TV. Et moi, ravi de vous accompagner désormais chaque matin au réveil. Avec toute l'équipe de BFM Première, on vous accueille dès 6h pour votre nouvelle matinale. 2h30 d'information et de bonne humeur. Toute l'actualité en France et dans le monde, des éclairages et des points de vue tranchés sur l'économie, sur la politique et sur les grands enjeux du moment. Mais aussi tout ce qui touche à votre quotidien, culture, conso, santé, voyage, pour démarrer la journée du bon pied et bien informé. BFM Première, c'est votre nouveau rendez-vous du matin. BFM Première, votre nouvelle matinale info qui va vous réconcilier avec la sonnerie du réveil. Chaque jour à 6h en direct sur BFM TV. Édouard, je crains que nous devions nous servir nous-mêmes. Enfin, Béranger, ça En même temps, un lave-linge classe A, 7 kilos, à moins de 280 €. On peut faire un petit effort. Alors là, tout de même, quelle folie. Serré, Édouard. Allez-y. Chez Electrodépôt, si nos produits sont en libre service, c'est pour vous garantir la qualité à prix bas. C'est là qu'il pense. Non mais là je suis prêt. Couverture plastifiée. Eh ouais, donc je peux vous dire que je vais résister aux cours de maths bien plus longtemps que vos enfants. Le cahier Esquisse à seulement 80 centimes en exclusivité chez Leclerc. Toutes les fournitures scolaires sont à prix Leclerc. Leclerc. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Avec Big, la dernière innovation de Bouygues Télécom, plus vous prenez de forfaits et moins les forfaits sont chers. Ça veut dire que plus on est et moins c'est cher. Exactement ce que je viens de dire, du coup, oui. Ah, c'est génial ça. Mathéo, appelle tes cousins. Même ceux que j'aime pas, appelle-les. Avec Big, le pack B-Box plus forfait, c'est jusqu'à 440 € d'économie par an pour toute la famille. Bouygues Télécom. Et il est quasiment 15h sur BFM TV. Ravi de vous accompagner pour votre après-midi info. À la une cet après-midi, François Bayrou qui prendra la parole lundi pour entamer une rentrée qui s'annonce délicate sur le plan politique. En ligne de mire, le budget et la menace d'une motion de censure et cette mobilisation prévue le 10 septembre. On fera le point dans ce journal. Dans l'actualité également, cet homme poignardé à plusieurs reprises à l'arrêt de tramway de la Porte de Vanves dans le sud de Paris. C'était la nuit dernière. Une altercation a éclaté alors qu'il défendait sa compagne. L'agresseur présumé
présumé a été placé en garde à vue. Les précisions dans un instant de Boris Karlamov. À la une aussi, la convocation de l'ambassadrice d'Italie après des propos jugés inacceptables de Matteo Salvini sur Emmanuel Macron. Au cœur de la polémique, le soutien de la France à l'envoi de troupes en Ukraine. Est-ce le début d'une brouille diplomatique entre les deux pays? On se posera la question. Et puis ça y est, c'est l'heure de la fin des vacances. En tout cas, pour bon nombre d'entre vous. Sur les routes, la journée est classée rouge aujourd'hui et même noire sur le bassin méditerranéen par bison futé. Nous serons aussi avec les chanceux, ceux qui, eux, commencent seulement leur congé. Va-t-on assister à une rentrée politique explosive? C'est toute la question. Il y a évidemment ce budget à boucler avec la menace d'une motion de censure qui pourrait renverser le gouvernement. François Bayrou tiendra d'ailleurs une conférence de presse lundi après-midi. On va y revenir. Et puis il y a cet appel à bloquer la France le 10 septembre. Oui, la gauche soutient globalement ce mouvement citoyen lancé sur les réseaux sociaux. Mais la classe politique, elle, est divisée. Vous allez voir ça dans ce reportage de Pierre Desmith. C'est une date qui divise profondément la scène politique en cette rentrée. Le 10 septembre, un mouvement de débrayage et de mobilisation lancé sur les réseaux sociaux pour obtenir un blocage généralisé du pays. Objectif, dénoncer une politique budgétaire jugée injuste et déconnectée. Ce mouvement, repris par la classe politique, est soutenu par le Rassemblement national. Marine Le Pen, il y a quelques semaines, a adressé une lettre à M. Bayrou pour l'alerter sur la dangerosité de son budget. Il est impensable qu'on vienne supprimer des jours fériés aux Français qui travaillent. Il est impensable qu'on gèle les pensions de retraite. Une menace d'un arrêt total du pays dénonce les députés du parti présidentiel qui redoutent une dégradation de la situation budgétaire française. Je pense que si nous devons espérer quelque chose pour notre pays à la rentrée, c'est d'être dans cette capacité, tous ensemble, à relever les manches et à travailler pour répondre à l'enjeu budgétaire. J'appelle le Rassemblement national à se mettre à travailler lors des périodes budgétaires avant de commencer à menacer. Le budget de François Bayrou prévoit près de 44 milliards d'euros d'économies l'an prochain, ce qui est jugé inapplicable par l'opposition. Le Premier ministre aborde une rentrée délicate. Sa position à Matignon est désormais fragilisée. Cette mobilisation, elle peut avoir, ce qui n'était pas le cas pour les Gilets jaunes, un débouché politique avec le vote de la censure. Au moment des Gilets jaunes, l'exécutif avait une majorité absolue. Là, il n'a pas de majorité et donc il peut être soumis à une censure par ses oppositions. Le mouvement Bloquons tout a également reçu le soutien de la France insoumise et des écologistes ces derniers jours. Et on va aller plus loin avec Léopold Audebert du service politique de BFM TV. Bonjour Léopold. Bonjour. Le gouvernement marche donc sur les œufs en cette rentrée. On a appris en fin de matinée que François Bayrou va s'exprimer lundi. Il tiendra une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il faut en attendant? Alors c'est toute la question. Il n'y a pas grand-chose qui fuite pour l'instant de cette conférence de presse sur le contenu. Mais ce qui est étonnant, on peut le dire comme ça, c'est que cette conférence de presse intervient, vous le savez, après une autre conférence de presse qui avait eu lieu en juillet. C'était le moment où François Bayrou avait dévoilé son plan, sa copie pour faire des économies en vue de ce budget qui s'annonce explosif en 2026. 44 milliards d'euros d'économies, notamment cette polémique sur la suppression de 2 jours fériés. Puis on a bien senti que pendant l'été, il y avait une envie de pédagogie aussi de la part du Premier ministre qui a posté quasiment tous les jours des vidéos sur les réseaux sociaux. Une petite pastille qui s'appelait FB pour François Bayrou direct à destination des Français. Bon, il se trouve qu'on ne sait pas si les Français vraiment ont vu ces vidéos en plein cœur de l'été, donc il y a peut-être une volonté de la part du Premier ministre de remettre une pièce dans la machine, de dire que la rentrée arrive, l'automne approche. Vous parliez de ce 10 septembre, évidemment, qui est dans tous les esprits, parce qu'il y a une crainte qu'on ressent, nous, au service politique, de la part d'énormément d'interlocuteurs, de voir ce mouvement avoir une ampleur très importante. Ouais. Donc ça, plus le budget qui arrive avec un siège éjectable pour le Premier ministre, qui va faire l'objet notamment d'une motion de censure qui sera déposée par la France insoumise très prochainement. Dès la rentrée parlementaire. Voilà, et on ne sait pas ce qui va en sortir. Il y a des oppositions qui commencent à dire, est-ce que vraiment c'est le bon moment? Parce que je vous rappelle qu'une motion de censure, c'est pour faire tomber un gouvernement, mais c'est aussi un intérêt propre à chaque parti de choisir son timing. Est-ce que oui ou non, c'est le bon moment pour faire tomber le Premier ministre? Donc ça, on verra. Mais au moment où on se parle, très peu d'éléments fuitent sur le contenu de cette conférence de presse, même des proches de François Bayrou qui découvrent
en même temps que nous l'existence de cette conférence de presse organisée donc à 16h et on la suivra avec nos envoyés spéciaux du service politique. Évidemment, avec donc beaucoup de thématiques qui pourraient être au programme, qui pourraient être abordées. Est-ce qu'il y a aussi ces rendez-vous, seront-ils maintenus, ceux que le gouvernement devait engager avec les syndicats, avec également les groupes parlementaires, justement par rapport à ce 10 septembre? On attend des précisions à ce stade sur ce point. C'est vrai que c'est une information qu'on vous donnait ces dernières heures sur BFM TV. On attend de voir ce qui va sortir effectivement de ces potentiels échanges s'ils sont maintenus. De manière générale, quand un événement comme ça en percute un autre, il y a pas mal de réorganisation d'agenda. Donc est-ce que vraiment ça sera le cas? On vous en reparlera. Mais en tout cas, c'est une journée à très fort enjeu pour le gouvernement, pour François Bayrou. À ce stade, ça semble être maintenu, mais on reviendra vers vous pour vous en informer. Et Pierre-Yves Bournazel est avec nous, conseiller de Paris et secrétaire général d'Horizon. Est-ce que vous connaissez, vous, l'objet de cette conférence de presse annoncée lundi par François Bayrou? Je pense que le Premier ministre veut expliquer sa stratégie pour la rentrée, la stratégie budgétaire, puisqu'il y a une réalité qui s'impose à tous, c'est que nous sommes un pays très endetté. Nous avons des risques face à cet endettement, c'est notamment la crise financière. Et en même temps, nous devons protéger au maximum les Français, notamment les Français qui travaillent, les Français qui galèrent et qui ont des raisons d'être souvent mécontents. Et donc la situation est pas simple. Et donc je pense que les oppositions, plutôt que de souffler sur les braises, plutôt que de faire de la politique politicienne, ferait mieux de se mettre au travail autour d'une table pour trouver des solutions, proposer des alternatives, proposer des réformes. On a besoin de réformer notre pays, on a besoin d'encourager le travail, on a besoin de mieux rémunérer le travail, on a besoin en même temps d'endetter le pays et probablement de faire des réformes plus fortes, plus structurelles. Et je pense notamment à la nécessité de lutter contre tous les doublons qui existent entre les administrations. On a l'État centralisé, on a l'État déconcentré dans les territoires, on a aussi les collectivités avec les collectivités décentralisées et souvent on a des doublons ou de triplons de postes. On pourrait faire des économies, ça ne toucherait pas la compétitivité des entreprises qu'on a besoin de soutenir et ça ne toucherait pas évidemment aux ménages qu'on a besoin aussi de soutenir puisque je crois que les Français en ont ras-le-bol des taxes et des impôts et qu'il faut plutôt encourager et mieux rémunérer le travail. C'est à partir de ce socle-là qu'on peut avancer et essayer de trouver les meilleures solutions ou dans un contexte politique contraint et difficile sans majorité à l'Assemblée, trouver les moins mauvaises solutions pour protéger notre avenir, l'avenir de la France et l'avenir des Français. Vous avez évoqué justement cette réalité face à laquelle doit bien se battre le Premier ministre notamment et son gouvernement avec ses 44 milliards d'euros d'économies à trouver. Est-ce que malgré tout François Bayrou pourrait encore avoir un peu de marge de manœuvre? Il a évoqué par exemple sur la question des 2 jours fériés qu'ils puissent être autres que ceux qui ont été proposés. Est-ce qu'il y a d'autres options qui peuvent être peut-être sur lesquelles il pourrait renoncer et être ouvert à d'autres solutions? Je pense qu'il faut être ouvert, de toute façon, au dialogue. La démocratie, c'est le dialogue. Il doit être permanent, ce dialogue, entre la majorité et les oppositions, entre le gouvernement et les citoyens, entre le gouvernement et les syndicats, que ce soit les syndicats patronaux ou de salariés. Ça me paraît indispensable. Et en même temps, le respect. On a besoin d'une culture de dialogue parce qu'on a besoin de respect. On est dans des situations extrêmement difficiles avec un contexte géopolitique extrêmement dur. Oui, excusez-moi. Factuellement, sur quel point précis le Premier ministre pourrait-il rétropédaler et sur lesquels il ne fera aucune concession? Alors, je ne suis pas le porte-parole du Premier ministre et du gouvernement. Le Premier ministre s'exprimera demain, mais je pense que ça va ouvrir le dialogue et je pense qu'il faut que le Premier ministre, le gouvernement, puisse discuter avec les groupes politiques au Sénat, à l'Assemblée nationale, avec les syndicats, le dialogue social c'est important, et trouver les solutions du juste équilibre qui permettront à la France d'avancer, de lutter contre sa dette, de maîtriser sa compétitivité pour permettre aux entreprises d'aller de l'avant et de protéger les ménages, et notamment les ménages qui travaillent et qui galèrent. Un mot, Pierre-Yves Bournazel, sur ce 10 septembre, ce mouvement de blocage qui est lancé. Est-ce que vous craignez un blocage justement du pays ? Oui, je le dis très clairement, je pense que la situation de blocage ne serait pas une bonne situation pour la France. Pas bonne pour notre économie, pas bonne pour notre cohésion sociale. Il y a de légitimes colères, il y a des attentes, elles sont naturelles, elles doivent pouvoir s'exprimer
Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans le cadre du dialogue entre le gouvernement et les citoyens. Les citoyens ont le droit de s'exprimer, heureusement. Ils ont le droit de manifester, mais il ne faut pas bloquer le pays. Parce que bloquer le pays, évidemment, c'est l'affaiblir un peu plus, alors que nous avons besoin plutôt de cohésion et d'avancée. Donc je souhaite que chacun à la place qui est la sienne, le Premier ministre, le gouvernement, les groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat, participent à cette culture du dialogue pour permettre aux Français de se respecter entre eux et d'être respectés par le gouvernement et d'être écoutés, entendus. Et je crois que beaucoup de Français savent très bien que si les efforts sont justes, je dis bien justes, eh bien ils peuvent être acceptés. Rendez-vous politique et également à ne pas manquer aujourd'hui cette interview exclusive de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV. Ce sera en direct à partir de 19h au micro d'Anthony Lebos depuis Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme où se tiennent les universités d'été de la France insoumise. Il est 15h10 dans l'après-midi info sur BFM TV. On en vient à cet homme poignardé à plusieurs reprises la nuit dernière pour avoir défendu sa compagne dans le tramway parisien. Boris Karlamov nous a rejoint sur ce plateau. Boris, l'homme a été grièvement blessé. Que sait-on de ce qui s'est passé? Oui, une agression d'une violence inouïe. Les faits se sont déroulés aux alentours de minuit 30 dans le 14e arrondissement de Paris. Il y a donc un couple qui voyage à bord d'un tramway. Et là, un homme va être amené à bousculer la femme, à l'insulter. Une altercation éclate donc entre cet homme-là et le compagnon de la jeune femme. Les deux personnes décident alors de descendre du tramway. Nous sommes à l'arrêt de la porte de Vanves. La jeune femme reste en sécurité à l'intérieur du tramway. Il y a des échanges de coups de poing, des insultes qui fusent. Et à ce moment-là, l'homme qui a bousculé la jeune femme sort un couteau et va poignarder à plusieurs reprises le compagnon de la jeune femme. Le compagnon de la victime va être grièvement blessé. Il va être transporté en urgence absolue à l'hôpital Georges Pompidou, mais son pronostic vital aujourd'hui n'est plus engagé. Concernant les profils des deux hommes qui sont concernés par cette altercation violente, tout d'abord la victime, que sait-on d'elle? Oui, la victime, elle est âgée d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, son état de santé s'améliore. Je le disais, son pronostic vital n'est pas engagé malgré les plusieurs coups de couteau qu'il a reçus, au moins 6 coups de couteau reçus lors de cette agression. Concernant le mis en cause, il a été rapidement identifié puisqu'il y avait des témoins, localisé et interpellé par un équipage de police secours dans le 15e arrondissement, non loin des lieux de l'agression. En fait, il présentait des traces de sang sur ses mains. On sait qu'il est âgé de 42 ans, défavorablement connu des services de police. Il a donc été placé en garde à vue puisqu'une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte et les investigations sont confiées au 3e district de police judiciaire de Paris. Merci beaucoup Boris, et on rappelle donc que le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. L'actualité à l'étranger, l'ONU a officiellement déclaré une famine à Gaza. Plus d'1 demi-million de Gazaouis affrontent des conditions catastrophiques selon les experts. Israël qui dénonce en revanche un mensonge éhonté, et dans ce contexte, de nouvelles frappes ont touché la bande de Gaza ces dernières heures. Reportage et récit de Louis Gazard. Ce samedi à l'aube, les bombardements se poursuivent, 3 jours après que l'armée israélienne a lancé son opération pour prendre le contrôle de la ville de Gaza. Dans les décombres, ses habitants cherchent des survivants. Ils menacent d'envahir Gaza, mais que reste-t-il de Gaza? Il n'y a plus rien à Gaza, juste la mer et quelques maisons. Ils occupent 70-80% du territoire. Les frontières sont fermées, pas de nourriture, pas de vie. Même les enfants n'ont pas de vie à vivre. Des bombardements aussi dans le sud de la bande de Gaza. Cette femme pleure 2 de ses proches, des enfants tués par un missile qui a frappé leur tente. Pendant qu'ils dormaient, ils ont été frappés par 2 missiles. Pendant qu'ils dormaient, on a perdu toute une famille. Lui, il priait. Il était en train de prier. Ses enfants sont partis. Pendant ce temps, les Palestiniens peinent toujours à trouver des distributions d'eau et de nourriture. Hier, pour la première fois, concernant un territoire du Moyen-Orient, l'ONU a déclaré une situation de famine qui pourrait empirer dans les semaines à venir. C'est 1 demi-million de personnes qui doivent vivre dans des conditions catastrophiques et 1 million de personnes, soit 54% de la population, fait face à une crise de 4e catégorie. D'ici septembre de cette année, septembre 2025, la famine va s'étendre. Selon l'organisation, la famine pourrait notamment s'étendre au centre et au sud de la bande de Gaza.
En Ukraine, à présent, la Russie a revendiqué ces dernières heures la prise de 2 villages dans la région de Donetsk, dans l'est du pays. L'armée russe occupe environ 20% du territoire ukrainien. Mais sur le plan diplomatique, à présent, la France a convoqué l'ambassadrice d'Italie en France après des propos jugés inacceptables. Ces propos, ils auraient été tenus par le vice-premier ministre italien Matteo Salvini à l'encontre d'Emmanuel Macron pour son soutien à l'envoi de troupes en Ukraine. On l'écoute. Si Emmanuel Macron veut y aller, qu'il y aille, mais seul. Car pas un Français ne le suivrait, je pense. Et certainement pas les soldats italiens. C'est ma position en tant que vice-président du Conseil italien, en tant que ministre, secrétaire de la Ligue et parent. Nos enfants n'iront pas se battre en Ukraine, c'est certain. Le général Jérôme Pellistrandi est à nouveau avec nous. Une réaction peut-être à ce que vient de dire Matteo Salvini ? Matteo Salvini est habitué des coups de griffe contre Emmanuel Macron et la France. Bon, les propos qu'il tient sont totalement, à la fois irresponsables et finalement mettent en cause la position même du gouvernement italien. Alors, soyons clairs, effectivement, Giorgia Meloni, qui, depuis le 24 février 2022, est un soutien de l'Ukraine. Elle a toujours réaffirmé son soutien. Par contre, effectivement, n'est pas favorable à l'envoi de forces italiennes dans le cadre de forces de réassurance, c'est-à-dire après un cessez-le-feu. Et c'est là où Matteo Salvini, qui est un partisan, qui est un fidèle de Vladimir Poutine, il l'a démontré à plusieurs reprises, triche avec les vérités. Il n'est pas question d'envoyer des forces européennes combattre contre la Russie. Il s'agirait d'envoyer des forces à l'issue d'un processus conduisant à un cessez-le-feu. Bon, manipulation, ça lui permet en fait de faire un petit coup d'éclat et faire un coup de buzz. Le problème, c'est qu'il se présente là comme vice-président du Conseil, comme ministre, et donc a raison, la France a exprimé son mécontentement en convoquant l'ambassadrice. Il a été rappelé justement à cette ambassadrice que ses propos allaient à l'encontre du climat de confiance entre les deux pays. C'est un message qui va remonter plus haut ? Bien entendu, dans la pratique diplomatique, quand vous convoquez un ambassadeur ou une ambassadrice, c'est pour lui transmettre votre énervement, donc l'objectif c'est de le faire remonter, bien entendu, au chef du gouvernement italien, à Giorgia Meloni. Après, on sait que, certes, il est vice-président du Conseil, mais en fait, il est en charge des infrastructures et de la mobilité, c'est-à-dire qu'il n'a pas un rôle majeur, mais c'est un leader politique important, puisqu'il est le patron de la Liga, qui est le parti, on va dire, du nord de l'Italie, et qui est un parti très nationaliste et... il faut le souligner, très anti-français. Le problème, c'est que ça brouille un peu le message, ces déclarations de Salvini, alors que lundi dernier, on voyait encore Giorgia Meloni à la gauche de Donald Trump, qui était lui-même à la gauche d'Emmanuel Macron, tous réunis en tant que ces membres de la coalition des volontaires pour soutenir l'Ukraine, pour obtenir un cessez-le-feu, pour obtenir une rencontre avec Vladimir Poutine. Et donc là, Salvini au milieu qui met un peu la pagaille. Il perturbe le message de solidarité que des Européens et avec la présence de Giorgia Meloni. Et donc, dans un contexte extrêmement difficile, puisqu'on le voit, rien n'a abouti depuis le sommet il y a une semaine d'Anchorage entre Donald Trump et Vladimir Poutine, eh bien, la prise de position très agressive à l'égard de la France est un mauvais coup porté, bien sûr, à la relation franco-italienne, mais également à tous les efforts qui sont faits pour soutenir l'Ukraine. Merci beaucoup, Général, pour votre éclairage. On va prendre maintenant la direction de l'Espagne où de violents incendies ravagent une partie du pays depuis maintenant 2 semaines. On se rapproche de la fin, c'est ce qu'a déclaré ce matin la directrice générale de la protection civile. Il resterait 18 incendies de forêt actifs alors que l'on dénombre déjà 4 morts et des centaines de milliers d'hectares détruits. On écoute justement la chef de la protection civile espagnole. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà de nombreux incendies maîtrisés, stabilisés. Mais nous avons encore 13 incendies de forêt actifs dans 3 communautés autonomes et nous allons donc continuer cette surveillance, ce suivi permanent, 24 heures sur 24, de l'évolution de chacun d'entre eux. Les incendies qui ont ravagé plus de 400 000 hectares en Espagne, qui ont fait 4 morts par ailleurs. Le pays reste donc extrêmement vigilant, on l'a entendu. Il bénéficie notamment du soutien des sapeurs-pompiers français. Mathieu de Taillac, vous êtes notre correspondant à Madrid. Une bonne nouvelle donc, malgré ce bilan déjà très lourd pour l'Espagne.
Ça commence à aller mieux. Les mots précis de la directrice de la protection civile, c'est on est beaucoup plus proche de la fin des grands incendies. C'est ce qu'a dit ce matin Virginia Barcones à la télévision publique espagnole, TVE. Parmi ces grands incendies désormais contrôlés, il y a celui de Jarilla, donc on est en Estrémadure, à l'ouest du pays. On surnommait ici cet incendie El Monstro, le monstre. Il a réduit en cendres plus de 17 000 hectares à lui tout seul, ce Monstro. Tout n'est tout de même pas terminé ni sous contrôle. La directrice de la protection civile a ajouté qu'il y a encore 18 feux de forêt actifs, dont 17, presque tous de niveau 2, c'est-à-dire dangereux pour les personnes et pour les habitats. Il y a un incendie qui préoccupe particulièrement en ce moment, c'est celui d'Igüeña. On est dans la province de Léon, c'est donc au nord-ouest du pays, et c'est effectivement ce quart nord-ouest de l'Espagne qui est frappé par cette série d'incendies hors du commun. On est, vous l'avez dit, à 400 000 hectares brûlés selon les dernières estimations. Il faut remonter à 30 ans, à 1994, pour trouver un chiffre un peu supérieur. On était à l'époque à 437 000 hectares, autant dire que c'est un chiffre que l'on peut atteindre d'ici la fin de l'année 2025. Les dates de cette quinzaine noire en Espagne correspondent à celles de la vague de chaleur qui a frappé le pays pendant 16 jours, et l'accalmie des feux coïncide aussi avec le relatif rafraîchissement des températures ces derniers jours. Donc ça confirme que malgré les efforts immenses des pompiers, des autorités et même parfois des résidents, ces feux sont souvent incontrôlables, parfois même impossibles à éteindre tout bonnement. Ils ne terminent que quand la météo le permet, et les secours ne peuvent souvent faire qu'une seule chose, tenter de protéger les populations et leurs habitations. Mathieu de Taillac à Madrid. Notez aussi qu'un pompier a été tué au Portugal après avoir été blessé en combattant un incendie forestier. Ça s'est passé dans la commune de Sabugal, dans le nord du pays. Et la présidence portugaise a présenté ses condoléances à la famille de la victime. C'est la 4e victime de ces incendies de l'été au Portugal. Retour en France, tout de suite, c'est votre infotrafic. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Les vacances qui s'achèvent pour bon nombre d'entre vous. En témoignent les prévisions de trafic de bison futé. Vous le voyez, c'est rouge dans tout le pays ce samedi dans le sens des retours, et même noir sur le bassin méditerranéen. Il y a donc ceux qui rentrent et certains chanceux qui vont, eux, débuter leur congé. Oui, on va retrouver Frédéric Fernandez qui est tout près d'Annecy. Frédéric, vous attendez donc les vacanciers de la fin du mois d'août, mais le bilan est déjà plutôt bon. En cette dernière semaine donc de vacances, certains viennent d'arriver alors que d'autres touristes viennent de quitter leur emplacement de tente. C'était notamment ce matin l'heure de faire les bagages, de tout remballer, soit dans les voitures, dans les camping-cars, etc. Mais c'est aussi l'heure pour justement vous, Serge, qui êtes le gérant de ce camping, de faire un premier bilan de la saison. Dites-nous, quel bilan vous faites ? Un bilan très positif, ma foi. On a eu beaucoup de monde et surtout un très bon climat. C'est vraiment en fonction du temps que les gens viennent, restent ou pas. Et c'est vrai que cette année, on a été vraiment gâtés. Quelle fréquentation peut être sur juin, juillet, août, des chiffres ? Des chiffres, on avait une moyenne de taux de remplissage de 95% en juin, 100% en juillet, et là, on va arriver à 100% en août. Donc, même si le commerçant se plaint, nous, on ne se plaint pas. Dites-moi, est-ce que j'entendais tout à l'heure le téléphone sonner, vous êtes obligé de dire à toutes les personnes qui appellent que vous êtes encore 100% complet ? On est complet encore. Mais là, ça va changer dès demain. Dès demain, ça va commencer à se libérer et ça va être comme ça jusqu'à notre fermeture qui est prévue le 12 octobre. Comment se passe aussi, peut-être un mot sur l'arrière-saison ? Là aussi, il y a quand même pas mal de réservations, de plus en plus au fur et à mesure des années. De plus en plus, ouais. Les jeunes retraités sont aussi très nombreux et encore une fois, c'est le climat qui vont les faire venir ou pas. Dès qu'il fait beau, il y a une plage de météo sur 8-10 jours de beau temps. On est sûr de récupérer beaucoup de monde. Merci beaucoup pour votre témoignage, Serge. Donc, des vacances qui touchent à leur fin pour certains. Pour d'autres, elles commencent, puisque par exemple, ici, dans ce camping aujourd'hui, il y a 40 départs, mais aussi 40 arrivées. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Allez, on va parler de notre argent à présent, Fanny, et cette conséquence de la récente baisse du taux du livret A. Depuis 10 ans, on assiste à la première décollecte, soit un retrait d'argent supérieur au dépôt sur ce compte d'épargne. Et le différentiel, justement, il s'élève à 70 millions d'euros en juillet, selon les données publiées par la Caisse des dépôts. Alors, vers où les Français déplacent-ils leur épargne ? Élément de réponse dans ce reportage de Laura Baquet, Déborah Roch et Clément Gauvin.
C'est le livret préféré des Français. Mais depuis le 1er août, le livret A ne rapporte plus autant qu'avant et certains épargnants envisagent de s'en détourner. C'est le cas de Séverine. Mais je vais essayer de trouver un autre placement. Me retourner peut-être vers un autre livret. Mais ce qu'on recherche quand même aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a un rendement de cet argent qui est placé. Que rapporte le livret A désormais sur une année? Sur un livret rempli au plafond, l'ancien taux vous aurait rapporté 551 €. Avec le nouveau taux, c'est 191 € de moins. Les épargnants ont déjà plusieurs alternatives en tête. Je pense aux actions, par exemple en bourse. Je pense un peu à des obligations d'État, mais dans les marchés émergents. Je vais rebasculer ça sur une autre épargne qui rapporte mieux. Par exemple, une assurance vie. Le fonds en euros de l'assurance vie justement, principal concurrent du livret A. Celui-ci propose un taux moyen de 2,6% de rémunération actuellement. Mais selon cet expert, il présente des inconvénients. C'est un peu moins liquide que le livret A, c'est-à-dire que si vous mettez l'argent sur le fonds euro d'assurance vie et que vous cherchez à le récupérer, ça ne sera pas aussi instantané que le livret A, ça pourra prendre quelques jours. Parlons aussi du fait que les intérêts que vous touchez sur le livret A sont totalement défiscalisés, ce qui n'est pas le cas des autres produits d'épargne. Au total, les Français cumulaient plus de 450 milliards d'euros sur leur livret A fin juillet, selon la Caisse des dépôts. Dans cet après-midi info, on voulait aussi vous montrer ces images spectaculaires d'un volcan en éruption. C'est à Hawaï. Regardez, il a repris son activité vendredi pour la 31e fois depuis le mois de décembre. Une éruption de lave de 30 mètres de haut. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde. La météo tout de suite. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Éléonore, ce temps, le week-end est plutôt ensoleillé et agréable. Oui, il va falloir en profiter. Ça pourrait se corser un petit peu à partir du milieu de semaine prochaine. En attendant, il est vrai, nous avons des conditions anticycloniques. À noter uniquement quelques passages nuageux au nord du pays que l'on retrouve cet après-midi. Des cumulus parfois présents avec quelques petites gouttes de pluie possibles du côté des Ardennes. Un ciel simplement voilé de la Bretagne jusqu'au centre-est. Et pour le tiers sud, c'est un plein soleil, excepté peut-être du côté du Piémont pyrénéen, on pourra avoir un petit blocage nuageux. Il y a pas mal de vent en Méditerranée. Une averse orageuse est attendue sur les reliefs pour l'île de Beauté. Du côté des températures, elles sont dans l'ensemble stationnaires. 21 degrés à Reims, 22 pour Strasbourg ou encore Lille, 23 à Brest, 24 à Paris ou à Lyon, 28 degrés entre Bordeaux et Toulouse. Mais voyez, près de la Méditerranée, on a déjà une trentaine de degrés au niveau des maximales à Marseille, à Montpellier, 32 également du côté de Perpignan. On le sait, avec la chaleur conjuguée au vent, le risque d'incendie demeure bien élevé, notamment pour ces 6 départements du sud-est. Pour demain, nous allons avoir encore une fois un temps bien calme et bien ensoleillé, très lumineux dès le lever du jour. Il y aura quelques passages nuageux, quelques cumulus présents, notamment au nord du pays, avec quelques rafales de vent, parfois le Mistral jusqu'à près de 50 km/h. On attend également quelques averses sur les Alpes, mais vraiment au niveau de la frontière italienne. Et pour le nord-est de l'île de Beauté, assez peu d'évolution. Dans l'après-midi, on retrouvera le même type de temps, avec encore quelques cumulus présent, mais ça ne va pas entraver l'impression de beau temps. Le soleil restera bien généreux. Toujours ces averses entre l'extrême sud-est et le nord-est de la Corse, le Mistral jusqu'à 40 km/h. Ce qui peut être ajouté en plus par rapport à la matinée, ce sont ces orages, notamment du côté des Pyrénées-Orientales et puis sur la pointe bretonne, un ciel plus nuageux. Pour quelle raison? À cause de l'ex-ouragan Erin, qui va faire juste une petite incursion nuageuse pour ce dimanche après-midi. Ensuite, il va remonter vers l'Irlande, mais nous allons retrouver Erin en milieu de semaine. En attendant, du côté des températures pour votre dimanche, au lever du jour, seulement 8 petits degrés du côté de Clermont-Ferrand, 11 degrés à Strasbourg, 14 pour Paris ou encore Bordeaux, 17 degrés dans l'ensemble autour du golfe du Lion, 21 tout de même sur la Côte d'Azur. Ça reste bien doux. Et dans l'après-midi, regardez, nous avons une hausse des températures, 25 degrés pour la capitale, 28 degrés
à Grenoble ou à Montélimar. Et cette hausse sera particulièrement sensible pour le sud-ouest du pays. 31 degrés à Limoges, à Bordeaux ou encore à Toulouse. Regardons maintenant le programme pour la suite, puisque nous aurons encore un temps un petit peu calme dans un premier temps, plus ensoleillé sur la moitié nord que sur la moitié sud pour votre lundi. Là, vraiment sur la frange sud, on aura quelques averses, quelques coups de tonnerre aussi possibles du côté des Pyrénées et de l'île de Beauté. Je vous parlais de l'ancien ouragan Erin. Il risque de nous apporter pas mal d'orages à partir du milieu de semaine, à partir de mardi, pour les régions centrales notamment. Et regardez cette dégradation orageuse qui va être présente pour mercredi, pour jeudi et même encore pour vendredi. Donc voilà. En attendant, profitez bien ce week-end. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Bientôt 15h30 sur BFM TV à la une de l'après-info. Ce samedi, cet homme grièvement blessé après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans le 14e arrondissement de Paris. C'était la nuit dernière. Les suites d'une altercation dans le tramway après des insultes proférées à l'encontre de la compagne de la victime. Quant à l'agresseur présumé, il a été placé en garde à vue. Nous ferons le point sur l'enquête dans ce journal avec Laura Baquet. La rentrée politique s'annonce mouvementée alors que se tiennent les universités d'été de plusieurs partis. À gauche, les contours de la participation au mouvement citoyen Bloquons tout du 10 septembre se précisent. Les syndicats, eux, continuent de réfléchir et pour parer à la contestation sur son budget 2026, François Bayrou annonce une conférence de presse lundi après-midi. Plus de 400 000 hectares, 4 morts. Les incendies en Espagne ont représenté 40% de tous ceux qui ont frappé l'Europe cette année. Mais la chef de la protection civile espagnole se veut optimiste. On est bien plus proche de la fin des incendies, estime-t-elle. Nous retrouvons notre correspondant Mathieu de Taillac en Espagne. Et puis le sud-est de la France qui reste également vigilant face au risque de départ de feux de forêt. 6 départements sont en vigilance orange aujourd'hui, notamment la Drôme où les vacanciers sont nombreux sur l'A7 à une semaine de la rentrée. Il faut donc redoubler de prudence. Nous serons aux côtés des automobilistes justement avec Mathias Sarès. Mais tout d'abord, on revient sur cette violente agression qui a eu lieu dans le sud de Paris hier soir. Un homme a été poignardé à plusieurs reprises sur le quai d'une station de tramway, porte de vent, vous voyez, dans le 14e arrondissement. Il est grièvement blessé. Son pronostic vital, en revanche, n'est pas engagé. Laura Baquet, vous êtes sur place pour BFM TV. Les faits ont eu lieu donc la nuit dernière. Je disais, dans quelles circonstances ? Écoutez, les faits ont eu lieu vers minuit 30. Un homme aurait insulté et bousculé une jeune femme à bord du tramway qui se trouvait avec son compagnon qui aurait tenté de la défendre, entraînant une première altercation du coup avec l'agresseur. Les deux hommes ont décidé de descendre à l'arrêt porte de vent. Nous nous trouvons avec Margot Vizade dans le 14e arrondissement de Paris. S'en serait suivi une série de coups de poing et l'auteur des insultes aurait sorti un couteau et poignardé à plusieurs reprises le voyageur qui s'est effondré sur le sol. Vous l'avez dit, la victime a été grièvement blessée, transportée à l'hôpital en urgence absolue, mais son pronostic vital n'est pas engagé. On n'en sait pas plus en revanche sur l'état de santé de la compagne du voyageur. Laura, l'agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. Que sait-on à ce stade sur son profil ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un homme de 42 ans et d'après des informations BFM TV de sources proches du dossier, le présumé coupable était défavorablement connu des services de police. Lorsqu'il a été interpellé, il avait du sang sur les mains. Il est donc placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Et pendant sa garde à vue, il devra donc répondre à plusieurs questions, aux faits qui lui sont reprochés. Était-il alcoolisé? S'en est-il pris à d'autres personnes? Évidemment, ce sont tous ces éléments que l'enquête pourra apporter dans les prochains jours. Merci. Laura Baquet avec Margot Vizade en direct donc, du 14e arrondissement de Paris. À 15h33, l'actualité également est politique avec le spectre du 10 septembre et l'appel à bloquer tout, un mouvement citoyen lancé sur les réseaux sociaux, notamment pour dénoncer le projet de budget de François Bayrou et à laquelle se joindront donc les partis politiques de gauche et certains syndicats. Léopold Audebert du service politique de BFM TV est avec nous cet après-midi avec cette information qui nous a été communiquée à la mi-journée, celle d'une conférence de presse qui serait tenue
tenu par François Bayrou lundi à 16h. Pour dire quoi? Absolument, c'est toute la question. Pour dire quoi? Pour dire encore quoi même. Je préciserai la question, Fanny, parce qu'on se souvient très bien que cette conférence de presse sur le budget, parce que la seule chose qu'on sait, c'est que ça parlera d'argent et de budget en vue de ce qui se passera dans les prochains mois, ce vote du budget à l'Assemblée nationale. Il y a déjà eu cette forme d'expression de la part du Premier ministre en juillet dernier, face aux journalistes. Dans la salle, il y avait même des membres des oppositions qui étaient venus, Jean-Philippe Tanguy, Éric Coquerel pour la France Insoumise, et puis même une ribambelle de ministres présents pour attester de la nécessité vitale, cruciale, tout ce que vous voulez employer par le Premier ministre, de faire des économies. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi refaire potentiellement le même exercice pour annoncer quelque chose? Il faudra voir quoi. Pour l'instant, rien ne filtre. Et puis pour sûrement faire encore de la pédagogie, ça c'est certain. Tout l'été, François Bayrou, il a sorti sur Internet, des petits épisodes, des vidéos, des petits FB Direct, des petites pastilles pour sensibiliser les Français à cette urgence vitale de faire des économies. Bon, on peut s'interroger sur l'efficacité. Est-ce que vraiment les Français ont regardé ces vidéos sur la plage ou bien même chez eux? Pas forcément. En tout cas, il veut parler. Il y a deux raisons principales, en tout cas qu'on peut théoriser de manière très claire. La première, c'est qu'il sait très bien que son poste est en danger, qu'il est sur un siège éjectable. La France Insoumise a déjà annoncé qu'elle va déposer une motion de censure à la rentrée. Il faudra voir quelles sont les oppositions qui s'agrègent sur cette proposition, notamment le Rassemblement national, qui est encore assez flou au moment où on se parle, les Républicains, parce que, comme on le rappelle souvent, la motion de censure, c'est bien pour faire tomber un gouvernement, mais enfin, il faut que ça soit aussi quelque chose qui serve l'intérêt des partis qui font tomber le Premier ministre. Il faut que l'agenda soit le bon pour potentiellement obtenir quelque chose derrière. Or, ça, on ne le sait pas encore. Le deuxième argument, évidemment, c'est le 10 septembre. Il y a une peur bleue, on peut vous le dire, de la part de beaucoup de conseillers, beaucoup de ministres même, de l'ampleur que pourrait potentiellement avoir ce mouvement social dans la rue à partir du 10 septembre. Et ça joue évidemment. Il y a ce souvenir persistant des Gilets jaunes sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est là comme un spectre, comme un fantôme. Et on n'a pas envie de voir ça du côté du gouvernement maintenant, alors que la situation internationale également est très complexe. Donc on sent que le gouvernement tente de déminer le terrain parce qu'effectivement, cette rentrée, elle s'annonce risquée. Et il y a aussi des consultations qui étaient prévues, notamment avec les partenaires sociaux. À ce stade, elles sont maintenues, mais cela peut évoluer. On verra dans les prochaines heures si vraiment, avec cet agenda complètement bousculé, je vous dis complètement bousculé parce que nous, on l'apprend, c'est une surprise pour nous. On ne s'y attendait pas à cette conférence de presse. On ne s'y attendait pas, c'est totalement une surprise. Mais en fait, les membres de l'entourage de François Bayrou l'ont découvert aussi ce matin. C'est-à-dire que là, quand vous interrogez des conseillers en leur disant mais alors qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi les thèmes, en fait, nous, on a découvert ça comme vous il y a quelques minutes. Donc, surprise totale également de l'entourage du Premier ministre. Je précise que dans la communication qui nous a été faite, il y a une petite phrase au départ où il y a écrit le Premier ministre a rencontré Emmanuel Macron au fort de Brégançon. Jeudi. On vous révélait l'information sur BFM TV avec ce dîner qui a lieu à Brégançon. Est-ce que ça veut dire que ça a été acté, cette conférence de presse, jeudi soir à Brégançon? C'est une possibilité, même si on n'en a pas de confirmation. Mais en tout cas, ce n'est pas un hasard si Matignon précise qu'il y a eu ce dîner et que dans une deuxième phrase, on a l'annonce de cette conférence de presse. Il y a beaucoup d'hypothèses sur ce que pourrait dire donc le Premier ministre lundi. Il y a aussi celle, pourquoi pas, de la motion de censure qui pèse sur la tête du gouvernement avec cette annonce de la France Insoumise notamment. En tout cas, il va sûrement rappeler aux oppositions, comme il le fait à chaque fois, que ça serait irresponsable de faire tomber son gouvernement dans le contexte d'économie qu'il souhaite. Je vous rappelle, 44 milliards d'euros, 43 milliards 700 millions pour être précis, dans différents secteurs. Et François Bayrou, évidemment, a un intérêt personnel dans tout ça, puisqu'il incarne ce budget, et que si jamais il tombait, je ne vous refais pas le schéma, mais on part sur des semaines assez compliquées, puisqu'il faut nommer un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron dissout derrière? A priori non, parce qu'il a déjà commencé à dire qu'il ne le ferait pas. Mais vous voyez que le scénario de l'automne va nous occuper grandement comme la meilleure des séries télé. On peut le dire comme ça. On parlait des oppositions, Léopold. On va aller voir Sandra Regol qui nous attend, vice-présidente du groupe Europe Écologie Les Verts, députée du Bas-Rhin. On sent que le gouvernement surveille cette mobilisation du 10 septembre, qui se dit prêt aussi à quelques concessions. Qu'est-ce que tout ça vous inspire ?
Ça m'inspire le fait qu'à chaque fois que ce gouvernement a dit qu'il était prêt à discuter ou prêt à des concessions, on n'a rien vu derrière. Vous savez, moi, ça fait 3 ans que ça va être mon 3e, 4e budget. J'ai jamais eu l'occasion de voter sur un budget comme l'ensemble de mes collègues députés sur tous les bancs, puisque nous avons eu des successions de 49-3. Donc cette espèce de mise en scène qui répond à la colère soulevée par les annonces sur la suppression des jours fériés supplémentaires avec une petite insistance particulière sur l'Alsace au titre que nous en aurions trop, même si nous sommes une région où le dynamisme économique reste fort. Donc voilà, il y a des réponses à la va-vite comme d'habitude, sans concertation comme d'habitude et sans tenir compte de ce que demandent les Françaises et les Français comme d'habitude. Donc vous me demandez ce que j'en pense, une certaine lassitude évidemment. C'est quoi, c'est un coup de com' du gouvernement ? Je dirais pas un coup de com, ça se prépare. Là, ça, vous le disiez très bien, c'est précipité, personne n'était au courant, même pas ses équipes. C'est encore une fois quelque chose qui est sorti du chapeau au dernier moment. Normalement, un budget, c'est pas quelque chose qu'on sort du chapeau au dernier moment. Un budget, c'est extrêmement technique. Ce sont des équilibres à trouver de tous les côtés. Le Premier ministre nous dit qu'il veut faire des économies. Bon, cet été, on a eu des feux énormes qui nous coûtent 0,3 points de PIB. Il me semble, de façon totalement pragmatique, que ne pas avoir désinvesti l'argent qui aurait dû être investi dans de nouveaux Canadair, comme le gouvernement l'a fait, aurait peut-être permis d'économiser un peu d'argent. Deuxième exemple, peut-être que l'instauration de la taxe Zuckman, qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui est demandée, plébiscitée par les Français, puisqu'elle ne touche qu'un millier de personnes qui touchent déjà 2, 3, 4, enfin qui payent déjà 2, 3, 4 fois moins d'impôts que vous et moi et qui se remettraient juste un peu à niveau. Cette taxe-là, son instauration, je rappelle, un petit millier de personnes rapporterait 25 milliards d'euros. Donc si on veut parler budget, on parle aussi recettes et pas toujours sur le dos des ménages qui déjà n'en peuvent plus. Inflation, post-Covid, fermeture d'usines, ça suffit de prendre les Français pour des balles stress contre lesquelles on s'énerve. Sandra Regol, vous évoquiez ces 4 budgets auxquels vous avez participé lors de vos précédents mandats. Également, c'est ce manque de concertation selon vous. Là, pourtant, le Premier ministre s'est dit prêt, ouvert à discuter. Il y a des consultations qui sont prévues entre le gouvernement et notamment donc, les groupes parlementaires. Qu'est-ce que vous lui direz à François Bayrou ou à ses ministres ? Il n'y a pas beaucoup de suspense sur ce qu'on va être amené à lui dire parce que nos propositions budgétaires, elles sont sur la table depuis un moment. Les nôtres, celles de nos partenaires du NFP, nos propositions communes également. Vous savez que par le passé, on avait même déjà proposé un budget alternatif, qu'on a déjà fait voter des textes qui pourraient rentrer directement dans ce budget, qu'on rencontre les ministres très fréquemment pour travailler sur toutes ces questions. Donc en fait, François Bayrou a déjà les cartes en main. S'il voulait du dialogue, il ne dirait pas juste « venez discuter », il dirait « voilà sur quoi est-ce qu'on peut avancer ». Et vous voyez pourquoi je vous dis que le Premier ministre nous balade, gagne du temps, essaye de calmer un peu des Françaises et des Français en colère en faisant semblant d'ouvrir le dialogue. Parce qu'en fait, on sait d'avance que s'il y avait dialogue, nous serions déjà le stylo à la main en train d'essayer de travailler sur un budget, ce qui n'est pas le cas, et qu'il nous fait, comme chaque gouvernement, à chaque rentrée, des faux dialogues dans lesquels il fait venir tout le monde avec plein de caméras partout, et d'où rien ne sort, si ce n'est son avis à lui, celui d'Emmanuel Macron, en tout cas, rien d'autre. Est-ce que ce sont des revendications que vous porterez notamment le 10 septembre prochain lors de cette journée de mobilisation citoyenne ? Oui, alors cette journée de mobilisation citoyenne, nous, on va l'accompagner en tant que parti allié, mais on ne sera pas non plus, père de lance. Donc évidemment que nos revendications sont connues, on est en partie, c'est transparent, ce qu'on propose est posé sur la table. Et évidemment que ces revendications de protéger les Français, de leur venir en aide et d'apaiser la société sont au cœur de nos revendications de tout le temps, et encore plus le 10 septembre. Un dernier mot rapidement sur cette motion de censure que la France Insoumise déposera dès le premier jour de la rentrée parlementaire. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous le suivrez ? En fait, on a signé, on a porté, on a défendu, on a voté
toutes les motions de censure qui ont été déposées pour une raison toute simple, c'est que ces budgets, comme je viens de vous l'expliquer, ne nous allaient pas. On a essayé de les faire avancer et ça n'a jamais été possible. Là, on avance encore plus dans le pire. Il n'y a donc absolument aucune raison de faire autre chose que de continuer à voter contre. Merci beaucoup Sandra Argol, vice-présidente du groupe Europe Écologie Les Verts et députée du Bas-Rhin. Écologiste et sociale. Écologiste et sociale, c'est corrigé. Merci beaucoup. Ne manquez pas ce rendez-vous exclusif par ailleurs sur BFM TV, l'interview de Jean-Luc Mélenchon. Ce sera au micro de notre journaliste Anthony Lebos. À suivre en direct sur BFM TV à 19h ce samedi depuis Châteauneuf-sur-Isère où se tient l'université d'été de la France Insoumise. Vous l'avez noté Fanny, c'est bientôt la rentrée dans à peine plus d'une semaine. Alors vous êtes très nombreux à rentrer chez vous ce week-end. Sur les routes, le pic des embouteillages a été atteint peu après midi avec 813 km de bouchons cumulés. Vous le voyez, c'est rouge dans le sens des retours, noir sur le bassin méditerranéen. Mathias Sarraez, vous êtes notre envoyé spécial sur l'aire d'autoroute de Saint-Rambert d'Albon dans la Drôme. Et vous êtes aux côtés d'un automobiliste attentif, qui plus est dans un contexte de vigilance incendie. Oui, absolument, parce que le trafic se fait actuellement ici en accordéon à cette hauteur de l'autoroute A7. Je suis avec Rachid, bonjour. Vous êtes parti ce matin aux alentours de 10h. Vous venez d'où et vous allez où ? Oui, très bien. Bon, je suis ravi d'être sur votre chaîne et de parler à vos auditeurs. Je viens de La Ciotat, c'est entre Toulon et Marseille. Donc j'ai pris la route vers 10h. Maintenant, ça fait 5 heures que je roule. On n'a fait que 320 km. C'est long par rapport à... C'est très long, mais je dirais que c'est normal. On était préparés pour ça. C'est le retour des vacanciers. Moi, personnellement, avec ma famille, nous étions préparés. On savait que ça allait prendre un peu de temps. Il y a quelques anomalies sur la route, des personnes qui conduisaient un peu d'une façon... je dirais que pas très correct, si le mot est, si je me permets, et certains véhicules qui tombaient en panne, qui gênaient un peu la circulation, ce qui a fait que ça a pris un peu plus de temps. Justement, sur ces pannes, Rachid, on est ici dans la Drôme en vigilance sur des incendies. Comment est-ce qu'on révise son véhicule avant un trajet aussi long ? On sait, ça peut venir aussi de ce genre de panne, les incendies. Oui, moi je vérifie la partie électrique. Batterie, surtout batterie électrique, bon, avant de partir. C'est pas au retour, à l'aller, bon, pour dire que le véhicule ne risque pas de se chauffer, quand ça chauffe, ça peut créer des courts-circuits, ça peut créer des incendies, mais bon, c'est un peu ça. S'arrêter chaque 2 heures ou chaque 150 à 160 km, ça fait refroidir le véhicule et ça fait arrêter la pollution. Oui, Merci beaucoup Rachid. Voilà, beaucoup de conseils. Et un dernier peut-être qui est rappelé également par le gestionnaire des autoroutes, ne pas jeter ses mégots par la fenêtre. Ça peut, vous vous en doutez, provoquer des incendies ici dans la Drôme où la végétation est très sèche et où il y a beaucoup de vent. Évidemment, merci Mathias Sarraez pour ces rappels avec Marie-Lise Pariot derrière la caméra pour BFM TV. On en vient à présent à ces incendies qui, eux, ont ravagé plus de 400 000 hectares en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées. Ils ont fait 4 morts par ailleurs. Le pays qui reste extrêmement vigilant et bénéficie notamment du soutien de sapeurs-pompiers français. Il a quand même peut-être une bonne nouvelle. Écoutez, la chef de la protection civile, elle estime que la fin des incendies se rapproche. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà de nombreux incendies maîtrisés, stabilisés. Mais nous avons encore 13 incendies de forêt actifs dans 3 communautés autonomes et nous allons donc continuer cette surveillance, ce suivi permanent, 24 heures sur 24, de l'évolution de chacun d'entre eux. Et toujours sur le front des incendies, un pompier a été tué au Portugal après avoir été blessé en combattant un incendie en forêt. Ça s'est passé dans la commune de Sabugal, dans le nord du pays. La présidence portugaise a présenté ses condoléances à la famille de la victime. C'est d'ailleurs la 4e victime des incendies de l'été au Portugal.
Dans l'actualité internationale à présent, cette question, est-ce qu'il y a de la friture sur la ligne entre la France et l'Italie sur le dossier de l'Ukraine? Jeudi, l'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée. La raison, des propos inacceptables par le vice-premier ministre italien, Matteo Salvini. On en parle avec le général Jérôme Pellistrandi, notre consultant défense. Salvini qui a reproché à Emmanuel Macron son soutien à l'Ukraine par l'envoi de troupes. C'est l'idée du président français, notamment dans le cadre de cette coalition des volontaires. Il a notamment suggéré que le président français y aille lui-même. On est sur une situation qui embarrasse beaucoup l'Italie. Oui, mais c'est habituel avec Matteo Salvini. Il faut rappeler que Matteo Salvini est un fervent soutien de Moscou. En 2014, il avait donc soutenu l'annexion de la Crimée par la Russie et il tient régulièrement des propos très hostiles à la France et notamment au président Emmanuel Macron. Au mois de mars, il l'avait traité de fou. Alors là, il a donc les propos qu'il a tenus d'ailleurs déforment totalement la réalité puisqu'il ne s'agit pas d'envoyer des troupes combattre les Russes, il s'agit d'envisager à l'issue d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire lorsque la guerre sera arrêtée, d'envoyer des forces de réassurance qui pourraient être européennes. Donc on ne demande pas aux Italiens d'aller se battre, mais Matteo Salvini a en quelque sorte déformé la réalité pour à la fois faire le buzz et critiquer la position de la France. Ce qui n'est pas très habile de sa part, alors même qu'il y a à peine, au début de la semaine, la présidente du Conseil italienne, Giorgia Meloni, était à Washington aux côtés d'Emmanuel Macron, de Volodymyr Zelensky, pour affirmer la solidarité des Européens vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, ce qui brouille un peu le message. Ça brouille totalement le message. Alors, il faut souligner que certes, il est vice-président du Conseil, mais en fait, il est en charge des transports et des mobilités. C'est-à-dire qu'il a un rôle on va dire marginal par rapport au cœur de la politique étrangère italienne. Mais c'est extrêmement désagréable et cela justifie pleinement le fait que le Quai d'Orsay ait convoqué l'ambassadrice d'Italie en France pour lui exprimer son mécontentement. Il y a la diplomatie, il y a aussi sur le front les combats qui se poursuivent, les attaques notamment de l'Ukraine, de la Russie en Ukraine, avec ces 2 villages qui ont été revendiqués dans la région de Donetsk aujourd'hui, ce qui s'ajoute aux 3 d'hier. Qu'est-ce que ça représente ? Alors, il faut souligner que les Russes grignotent, et c'est la raison d'ailleurs, grignotent du terrain ukrainien. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Vladimir Poutine ne veut surtout pas d'un cessez-le-feu qui arrêterait les combats. Chaque jour gagné, entre guillemets, lui permet de grignoter quelques kilomètres carrés sur le territoire ukrainien et d'essayer en quelque sorte de dire à chaque fois qu'ils prennent un village, alors totalement à l'état de ruine, il faut que c'est une victoire. Les renseignements britanniques ont fait une évaluation et ils estiment qu'il faudrait encore 4 ans pour saisir la totalité du Donbass au rythme actuel. Mais voilà, ça fait partie du narratif russe. Donc, présenter cela comme une victoire tactique, contribuer à démoraliser l'opinion publique ukrainienne et puis à vouloir passer comme ceux qui gagnent la guerre, ce qui n'est pas le cas sur le terrain. On est toujours à 20%, c'est ça, d'occupation russe sur le territoire? Oui, il y a une progression, c'est environ, on va dire, entre 100 km² par semaine, mais pour autant, alors certes, il y a eu une offensive il y a une dizaine de jours qui a déstabilisé le front ukrainien, mais pour autant, il n'y a pas cette percée décisive qui serait catastrophique pour l'Ukraine. Néanmoins, voilà, ça participe de la guerre de la communication de la part de Moscou. Merci, Général Pellistrandi. Également dans l'actualité, c'est ce week-end que se tient en Moselle le plus grand rassemblement évangélique de France. Près de 20 000 personnes de la communauté des gens du voyage venues de toute la France sont arrivées depuis hier. Oui, alors forcément, Fanny, cela demande une importante organisation qui ne plaît pas forcément, vous allez le voir, aux autorités. Kevin Drouan avec Carla Plomb. Quelques coups de marteau et en quelques heures, une ville éphémère sort de terre. Près de 6 000 caravanes s'installent sur ce terrain pour le plus grand rassemblement évangélique de l'année. Une tradition que Jeffrey n'aurait manqué pour rien au monde. Je viens de Seine-et-Marne et là je me suis rapproché à peu près sur Strasbourg. Ça me faisait un peu plus près. Et donc j'ai fait le déplacement ce matin, je suis parti vers 9h. On a eu un peu de bouchons à l'entrée mais bon. Et des bouchons, il faut dire qu'il y en a eu. Dès l'ouverture des portes hier matin, la file de véhicules s'étendait sur près de 25 km.
Cet adjoint au maire réclame que le rassemblement se fasse ailleurs. Mais ça bloque là-bas ou pas? Les accès ne sont pas faits pour autant de personnes. Les gens, ils en ont vraiment marre ici d'avoir ça tous les 2 ans, quoi. Pour éviter tout débordement, l'association a signé un protocole avec la préfecture, une manière d'afficher sa bonne volonté. Nous assumerons tous les points qui ont été mis sur ce protocole d'accord en matière de sécurité, en matière d'hygiène. Au centre du site, ce poste de commandement assurera la sécurité pendant les 2 semaines. C'est 430 gendarmes qui sont mobilisés et on a en permanence, en plus des gendarmes, 70 personnels d'autres services. Dans une 50aine de communes alentours, le stationnement des caravanes sera strictement interdit pour éviter des perturbations. On aimerait vous montrer ces images assez impressionnantes, très spectaculaires même. On est dans l'océan Pacifique sur l'archipel de Hawaï et donc États-Unis. Vous voyez ce volcan, le volcan Kilauea, qui donc est en éruption. Il a repris son activité depuis hier. Et c'est la 31e fois depuis le mois de décembre dernier que ce volcan est en éruption. Une éruption de lave de 30 mètres de haut, au plus fort de cette activité. Ce volcan qui est l'un des plus actifs au monde. Donc, on le constate en effet avec toutes ces éruptions. Et en effet, donc, ces coulées de lave et ces éruptions très graphiques. Image donc en direct dans l'après-midi info. La météo tout de suite.